Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 comme tous les jours. Votre émission de référence, ça s'appelle le Grand Forum et c'est tous les jours évidemment à cette même heure sur France Maghreb 2. Voici le programme. Il va être question de musique aujourd'hui, mais aussi on va parler de ce que vous avez peut-être remarqué, vous usagers de la voiture, des automobiles en général, camions, voitures, etc. Par le carburant qui a nettement augmenté. Je crois qu'on n'a jamais connu des prix aussi hauts. Comment gérer l'explosion des prix à la pompe ? C'est la question que l'on se posera, que l'on vous posera et à laquelle vous répondrez évidemment sur France Maghreb 2 en nous appelant au standard, le 01 40 33 9000. Sommes-nous pas au début d'une crise sociale économique? On en reparle évidemment de tout cela et avec vous sur France Maghreb 2. De musique, il en sera question avec par exemple ceci. En totale exclusivité, un petit week-end à Marrakech, il va falloir attendre un petit peu que les frontières réouvrent. Et c'est David Abadou qui sera avec nous pour nous présenter évidemment son single. Il sera avec sa guitare aussi pour nous faire un petit live sur France Maghreb 2. Et puis, à l'occasion de la sortie de son livre, on parlera de l'émergence, de l'explosion du rap avec le secteur A qui dominait tout à l'époque, avec Calbo du groupe Arsenic. La lumière, je suis X, ce qui se passe là-haut. Y'avait pas de porte ouverte, alors j'ai pété un carreau. J'ai pété sur la fenêtre, rien qui se mes négros. Je boxe avec les mots, je boxe avec les mots. Et ils ont boxé avec les mots pendant plus de 20 ans de carrière, Calbo, et le livre s'appelle Quelques gouttes de plus. Et il nous parlera évidemment de cette épopée, pas franchement destinée à faire du rap, mais pourtant ça a plutôt bien marché, tant mieux, il sera avec nous tout à l'heure à 17h dans le LGF. Le Grand Forum, Christophe Rowe, sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Bienvenue à vous, ravi de vous retrouver avec aujourd'hui Philippe Boriaki, conseiller régional, Europe Écologie Les Verts, enfin écolo. Ouais, c'est ça, Philippe. Non, je crois. Enfin, quoi ? Normalement, ça devrait intervenir à instamment sous peu, mais je crois qu'on peut redire Europe Écologie Les Verts. Ah, on peut le dire, d'accord, parce que en fait, c'est une vraie série Netflix, ton truc. Je crois, mais je crois qu'il c'est pas prêt d'être fini. Par contre. Alors, la CRP qui devait statuer sur ton. Le CPR, le Conseil qui devait statuer sur ton sort, ça en est où ? Bah écoute, il y a eu, j'ai eu une présentation devant le Conseil politique régional. Alors, on peut réexpliquer à nos auditeurs, on a le temps de leur dire ce qui s'est... Vas-y, rapide. Ah ouais, bon, alors voilà, il y a eu un article à charge oui. dans un journal de façon calomnieuse et diffamatoire, sur lequel j'ai pas pu me défendre. Le bureau exécutif national, de peur, m'a suspendu en urgence, à titre conservatoire, ce qui est normal, le temps que l'enquête se fasse. J'ai été auditionné par une commission indépendante, enfin... on en discutera plus tard. Ils ont rendu un rapport et les membres du conseil politique régional ont été amenés à voter, à faire 3 votes. Déjà à définir la priorité, quelles sanctions ou pas qu'on devait m'appliquer. Donc ils devaient départager entre l'exclusion définitive, l'avertissement et la suspension de 4 mois. Ça c'était de samedi à dimanche. Samedi soir, dimanche soir, donc ils devaient choisir entre l'exclusion définitive et l'avertissement. Dimanche soir, c'est l'exclusion définitive qui est ressortie en tête. Donc lundi soir. Donc de lundi à mardi, il y a eu un vote, à savoir sur l'exclusion définitive. Et le conseil politique régional, dont je salue la clairvoyance et en tout cas le respect du droit et de la dignité, a décidé qu'il n'y avait aucune sanction. Que je ne serais pas exclu. Pas d'exclusion, pas de sanction. Et à mes détracteurs, je tiens à leur dire que non bis in idem. Nul ne peut être jugé 2 fois pour les mêmes faits. Vous avez tout mis dans une seule cartouche. C'est bien dommage pour vous. Mais je suis là, je suis encore bien là et je suis pas mort. Et c'est plus Garfield qu'il faut m'appeler maintenant, je crois. Mes potes, ils m'ont dit c'est Highlander. Highlander. Ouais. Ok, Boriaki Highlander. Philippe Highlander. Madame Audrey Pronosti, journaliste, est avec nous. Comment ça va, Audrey ? Bah ça va, malgré le temps un peu maussade, on garde l'esprit super en haut, quoi, oui. Malgré tout. Mossad. On est ensemble, c'est l'essentiel. Oui, exactement. Et jusqu'à 18h avec un bon programme, les amis, qui commence par le quiz. On est 26 janvier, là. Ouais, on est 26 janvier, ouais. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais parce que je près du micro, s'il te plaît, on fait de la radio. Non, là, ouais, c'est vrai, voilà. Pardon. Ouais, mais j'ai pas beaucoup dormi. Je peux t'assurer que ces 2 dernières semaines, j'ai très peu dormi. Ouais. Mais je suis un peu soulagé, mais pas entièrement, parce qu'il y a des fous furieux dehors qui la présomption d'innocence et lors d'un rendu dramatique ne sont pas contents et qui auraient voulu ma mise à mort. Donc ça va être compliqué dans les semaines à venir de toute façon. Première question. Ouais.
Qui est élu président de l'UEFA en 2007? Platini. Bonne réponse. Michel de son prénom. Deuxième question. Quel chanteur a annoncé dans une vidéo être atteint... Florent Pagny. D'un cancer. Être atteint d'un cancer, effectivement. Des poumons une tumeur aux poumons. Il annule sa tournée dans une... Et tout le monde sera remboursé. Une vidéo absolument incroyable. Écoutez. Je dois faire une annonce un peu particulière. Je ne vais pas pouvoir terminer ma tournée des 60 ans. Je dois annuler l'ensemble de mes concerts suite à un problème de santé. En effet, on vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse, pas très sympathique, qui ne peut pas s'opérer. Donc, je dois rentrer dans un protocole de 6 mois de chimiothérapie et de rayons X, ce qui fait que je suis désolé. Mais bon, vous savez tous que dans la vie, le plus important, c'est la santé. Et quand on a un problème, il devient prioritaire. C'est ce qui explique la raison pour laquelle je ne pourrais pas honorer mes engagements. On lui souhaite évidemment bon courage dans cette épreuve, Florent Pagny, qui est atteint de cette saloperie, donc de tumeur au poumon. 2-0. Tout va bien, Audrey? Ah bah oui, mais en fait, comme d'hab, j'avais les réponses, mais elle a été plus rapide. Et puis en plus, à distance, c'est un peu compliqué. Mais bravo. Allez. Je cherche à présent un compositeur et producteur français né en 1921. Alors, Charlie Chaplin? Ah non, pas français, pardon. Français. Michel Legrand? Non, on faisait des bonnes teufs chez lui à l'époque. 1921, c'est Sim. Je sais, celui qui faisait les soirées en blanc, je lui donne des indications en plus. Eddie Barclay? Eddie Barclay, bonne réponse. Oui, oh là là. Ouais, mais tu peux le donner à Audrey, si elle n'avait pas dit en blanc, je l'aurais pas trouvé. Je vais donner la réponse. Quelle générosité. Non, c'est pas générosité, c'est la vérité. Bon, bah ok, d'accord. Je le si elle n'avait pas dit les soirées en blanc, j'aurais pas trouvé Eddie Barclay, j'aurais dit tout le monde, mais... Ouais. 2-1. Quatrième question. Combien de Français pourraient perdre leur passe vaccinale le 15 février s'ils n'ont pas effectué leur dose de rappel? 5 millions. D'ici là, à rappeler Monsieur Véran. 6 millions. Alors, Audrey, tu dis combien? Allez, vraiment 10 millions, mais je suis large. D'accord. Philippe, tu dis combien? Je dis 6 millions, mais je suis... C'est Audrey qui est le plus près de la bonne réponse. C'est 9 millions de Français qui pourraient perdre leur passe vaccinale d'ici le 15 février s'ils n'ont pas effectué leur dose de rappel. Ah ouais, mais là, on est chez les fous, là. 2-2. Mais là, c'est gravissime, ce que tu es en train de dire. Mais comment ils vont faire pour vacciner 9 millions de personnes en 3 semaines? T'inquiète. Il y a des gélules T'inquiète pas. par aérosol. Ça se fait, tranquille, t'inquiète. 9 millions en 3 semaines? Ouais, t'inquiète. Ça fait 3 millions par semaine? Ouais. Ça... Après, c'est une projection, évidemment. C'est Monsieur mais... Véran. Ouais, c'est beaucoup quand même. Cinquième question, on est à 2 partout. Je cherche un homme d'affaires, politicien, mais aussi acteur français. Tapie? Né en 1943, Bernard Tapie, qui nous a quitté récemment le 3 octobre 2021. Bien sûr. Il prend l'avantage. 3-2. Pour Gérald Darmanin, invité hier sur France Inter, il a indiqué ne pas vouloir accorder la nationalité française à quel artiste? Gims. Effectivement, c'était... On ne peut plus l'appeler maître. On ne peut plus l'appeler maître. Je l'ai jamais appelé maître, moi, donc comme ça, il peut se rassurer. Darmanin... Oui, mais maître, c'est une distinction dans le monde de la musique et notamment du rap. Alors, qu'a dit Darmanin? Écoutez. On a déjà refusé la nationalité à ce monsieur. Moi, je veux dire qu'il y a un article très simple du Code civil, c'est l'article 21-24. Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française. De manière générale, les tenants de l'islam rigoriste, c'est pas une bonne preuve d'assimilation à la nationalité française. Et donc moi j'assume le fait que des instructions sont très clairement données pour refuser la nationalité française, qu'on soit connu ou pas connu, lorsqu'on est tenant d'un islam rigoriste. Voilà, Gérald Darmanin sur France Inter. Un islam rigoriste, je crois que je vais aller chercher dans le dictionnaire, ça m'intéresse vraiment. Oui. Non, mais tu peux éventuellement aller chercher dans le dictionnaire. Du dictionnaire Zemmour ou Le Pen, parce que tu ne trouveras pas. Ce qui est complètement scandaleux, c'est que ils donnent des instructions à des services administratifs alors qu'ils sont censés agir en toute indépendance. Et la laïcité, la loi de la laïcité, elle est pour la séparation des églises et des États et qui permettent à chacun de croire ou de ne pas croire, de pratiquer ou de ne pas pratiquer. Si Gims, ce que je trouve regrettable en plus, je trouve ça stupide de sa part. Il a fait un mea culpa dans le journal du dimanche. Ouais, voilà, mais
De là, dire que parce qu'il veut pas qu'on lui souhaite machin. Moi, tu vois, je déteste qu'on me souhaite mon anniversaire. Ouais. J'ai horreur de ça, vraiment. Ouais. Ah ouais. C'est pour ça que j'ai retiré sur Facebook, machin, etc., ma date d'anniversaire pour éviter qu'on. Alors, est-ce que du coup, je pratique. Par contre, t'aimes bien le souhaiter aux autres. Ouais, ça j'adore. Ouais. J'ai remarqué, ouais. Toujours le premier pour dégainer, Philippe. Ouais, mais ça je kiffe. Mais j'aime pas qu'on me le souhaite, par contre. Bon. C'est pas que j'aime pas qu'on le souhaite, c'est que j'aime pas fêter mes anniversaires. Et donc, quand on le souhaite, en général, tu finis par le fêter, et donc. Ça nous fait 4-2. Ouais. Et il nous reste une question. Ouais. Quel président traite un journaliste de FDP en pensant que son micro était fermé? Joe Biden. Joe Biden. C'était après une C'était question énorme. sur l'inflation dans le pays. Joe Biden, il est chaud Biden, hein. Ah, il est chaud. Chaud patate, hein. Il a remonté les manches, je l'ai vu, hein. Ah ouais, non mais. Mais en vérité, il s'appelle pas. Non, on peut dire la vérité ou pas? Parce que moi j'ai un dossier. Il s'appelle Mahmoud Habou. Quoi? Mahmoud Habou. Donc Ah il ouais. a dit. Ouais. Ah oui, c'est vénère direct. Et son of a bitch. Il est trop fort en tout cas, Il est ouf. Biden. Faut pas l'emmerder, faut Direct. pas lui poser des questions Il fight. bizarres. Hein, c'était une question sur l'inflation hein, dans le pays. Bon, il a T'imagines sur la place où il dit fils de pute, il Oh là perso, là, il sort un calibre, il tire dessus, il dit ouais, c'est l'homme invisible. on va mettre ça sous le compte de l'âge peut-être. Non. Oui, c'est ce que j'allais dire. Non, mais en plus, c'est vrai, c'est ce que. Bon, allez, Mais non, privilège parce de l'âge. qu'il fait Allez. du botox et du lifting bien comme il faut. Et tu te rappelles pas quand il s'était défoncé, quand il avait monté les marches il s'était éclaté. Ouais. Et il s'est relevé normal comme si rien n'était. Qu'est-ce qu'il y a? Wow, ça va, l'escalier, il a pas eu mal parce que. Tu vois, mais vraiment, il est vraiment bonhomme. Et là, ouais. Vous avez remarqué qu'en ce moment il fait un peu froid. Ouais, Hein, dans Ouais. le pays, il caillote un peu, que vous soyez d'ailleurs à Marseille ou partout ailleurs. On a un petit truc pour vous rapporter un peu de soleil. Ça sent le tube de l'été. Il sera avec nous dans un instant pour nous présenter son nouveau single. Ça s'appelle Un week-end à Marrakech. À Marrakech. Bon, c'est un peu emmerdant, c'est fermé en ce moment. Ouais, mais ça va réouvrir normalement, je crois, le 1er ou 2 février. Hein. Alors, la date c'était le 31 janvier, mais l'explosion d'Omicron au Maroc. Ouais, on s'interroge un peu encore. Hein, Et t'as pour vu le savoir. nouveau variant là? Oui, Le B2A, je sais pas quoi? le B2A. Apparemment, au Danemark, il est majoritaire. Ouais. C'est chaud. On fait comment? Bah, je pensais qu'on en avait terminé, moi. Bah oui, avec l'Omicron. Bah, enfin, 500 000 hier, il y en a 500 000. Je sais Ah, il y en pas a si on a encore. fait- Bah, je regarde même plus les chiffres. 500 000. 500 000. Ah, ils tapent le record là. Bon, est-ce que vous avez toujours autant de monde autour de vous qui sont contaminés ou vous pensez que ça baisse un peu? Bah, Ah non, non, moi personnellement, je n'ai que ça. Ah bon? Enfin, Ouais, dans la classe de à ma fille. l'école, il y a que ça. Enfin, je veux dire, il y a même des classes, des profs qui sont même pas remplacés. Donc forcément, les élèves. Ah bah Blanquer, ils il peuvent a dit pas que tous les venir. profs étaient remplacés hein, ce matin. Je suis Oui, désolé. bah Oui, oui, mais dans bien quel pays? sûr, Dans bien quel pays? sûr. Ouais. Ouais, je veux Jean-Michel, dire que c'est Oui, mais Le dans- teufeur d'Ibiza. Ah ouais. Il aimerait bien danser sur ça, le teufeur d'Ibiza. Et direct. Yes. À Marrakech. C'est bien Marrakech, hein, Ah. c'est cool. Je sais pas. Oui, franchement, je confirme, c'est pas mal. Bah, moi, j'y étais il y a longtemps, hein, pour être très honnête. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer, l'équipe marocaine hier qui a eu chaud, hein, qui s'est pris un but dans les premières minutes, mais qui s'est qualifié pour les quarts de finale. Oui, oui, avec un félicitations. super but d'ailleurs d'un joueur du Paris Saint-Germain. Voilà, bravo au Maroc qui s'est qualifié. C'est place à l'Égypte d'ailleurs tout à l'heure, Égypte-Côte d'Ivoire. Et puis un autre artiste et pas des moindres qui sera avec nous tout à l'heure, Monsieur Calbo. Passe là-haut, il y avait pas de porte ouverte alors j'ai pété un carreau. J'ai pété sur la fenêtre et un crucé mes négos. Je boxe avec les mots, je boxe avec les mots. Yes. Évite mes vers sur le beat. Ils ont boxé avec les mots, les deux frères du groupe Arsenic du côté de Villiers-le-Bel. Évidemment, il sera avec nous, Eh Calbo, oui. pour nous présenter le livre 6e chaudron. que Philippe n'a pas lu. Hein, Non, évidemment. non, Faut je le n'ai dire. pas pu. Non, Oui, oui. tu l'as Non, pas mais je lu. l'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est vrai, j'ai pas pu le lire. Non, mais Je sais pas ce que vous avez. pourquoi vous êtes payé? Moi, j'ai envie de vous dire pourquoi vous êtes payé à la radio. Hein, on vous demande de lire un livre de temps en temps, vous n'êtes pas fichu de le lire. Non, mais là, clairement, c'est même pas du boulot. Moi, Quoi j'ai parcouru. C'est un plaisir. Et puis ça nous replonge. Ah ouais. On est tous de cette Je suis assez génération-là, donc. Bon, c'est vrai que j'ai pas eu le temps d'aller jusqu'à la fin, hein, je dois le dire. Ah ouais. Mais en tout cas, j'ai lu 120 pages quand même. Ça va. 120 pages sur les 250, bah bravo. Ouais, oui, ça fait la moitié. Bah, même pas, ça fait 125 la moitié. Je En te tout rappellerai. cas, 240 pages. ouais, 240 Ah, pages, j'en ai oui. lu 120. Qu'est-ce qu'il y a? Bravo. Voilà. Bravo, Bon, bravo. merci. En tout cas, le livre s'appelle Pour quelques gouttes de pluie, de plus, pardon. Non pas de pluie, hein, c'est quelques gouttes de plus. Et ça revient d'ailleurs, c'est un titre du livre qui est en hommage aux deux albums d'Arsenic.
Voilà. Ouais. C'était, vous vous souvenez à l'époque, le Sectora qui dominait tout le rap français à l'époque. Ministère Amer, Sectora, franchement, Doc Gynéco. Kenzie, il a fait. Passiste, Bugsy. Après, il y a eu L'énigme marron. Missana Bissot aussi. Ouais. Yes. Hein, Oh là là. C'était extraordinaire. Après, on va demander qu'est-ce qui s'est passé. Mais ça, on le doit quand même à un homme qui a été hyper clairvoyant du côté de Sarcelles, qui avait senti le truc venir pour le Sectora. C'est lui qui est à l'origine de tout ça. On en reparlera tout à l'heure, évidemment, avec Calbo. Pour les amateurs, évidemment, sur France Maghreb 2. Qu'est-ce que t'écoutes là? Non, c'était un message de Reza Jafari qui appelle les autorités norvégiennes à arrêter Anas Akani, qui se trouvait en Norvège, qui est responsable de la mort de milliers de personnes innocentes et des exilés, de milliers d'Afghans. Il sollicite le soutien de toutes les personnes défenseurs des droits humains et de la démocratie et de la liberté. Vous avez vu Manu, il cherche il cherche du taf. Il cherche des poux à Poutine là. Qui? Attends, Manu qui? Emmanuel Macron. Bah le taulier? Bah oui. Quoi? Il a fait quoi? Il est chaud, il a dit si Poutine commence en Ukraine, nous allons répondre par la manière forte. Ça veut dire quoi la manière forte? Il va lui offrir un cake, il va lui offrir des croissants. On se souvient qu'un président français avait tenté de jouer les gros bras face à Poutine, il était ressorti. Il était pas bien. Il était pas bien. On leur dit qu'il a bu de la vodka alors que Sarkozy ne boit pas. Ne boit pas, c'est vrai, pour de vrai. Il lui a dit, toi, regarde ton pays, regarde le mien. Voilà. Surtout que Poutine, si tu veux te frotter à lui, il faut être sûr de ton coup. Faut c'est qu'à te le dire. Bon, on met un peu de pub les enfants, on est de retour très vite sur France Maghreb 2 avec le zapping. David Abadou qui sera avec nous, Calbo, et on parlera aussi quand même alors c'est quand même hallucinant ce qui se passe dans les pompes. Vous avez fait le plein là récemment? Oh là là. Oui. Je fais pas gaffe. Ah oui, bah non, mais je m'en parle pas. Allez, on est pratiquement à 1,70€ du gasoil, 1,80€ le samplon. C'est chelou parce que je croyais que le baril était à $88. Justement, on en parle dans un instant, le zapping assume. Ne bougez pas, tout de suite. Le LGF, le grand forum sur France Maghreb 2, ravi de vous retrouver en ce mercredi 26 janvier avec Audrey Pronesti qui est journaliste, avec Philippe Bouriaki qui est conseiller régional Île-de-France écolo. Voici le zapping les enfants. Les moments qu'il ne fallait pas rater à la télé comme à la radio, c'est maintenant, et ça commence que maintenant. Il paraît, mes amis, qu'un bon chef, c'est celui qui sait bien s'entourer. La question a été posée à Jean-Luc Mélenchon. Voici sa réponse à Jean-Luc Mélenchon. Il paraît qu'un bon chef, c'est celui qui sait bien s'entourer. Alors dans ce cas-là, c'est moi le meilleur. Gouverner avec des communistes, c'est pas dur pour moi. Les Verts, c'est un peu plus compliqué, mais ils ont fait des jolis mouvements vers nous, je trouve. On était contents. Hein. Et le PS alors? Ils servent à rien. Le PS, ils servent à rien. Voilà. Jean-Luc Mélenchon. Voilà, dans la punchline. Ouais. Dans la punchline, toujours. Tiens, justement, incroyable, invité de France Inter pour le candidat vert à la présidentielle, Yannick Jadot. Il nous a livré sa définition de l'écologie. Écoutez plutôt, ça vaut son petit détour. L'écologie, c'est pas prendre une douche froide dans le noir une fois par semaine. Ok. Non, attends. Le raccourci. Ouais, non, mais attends, Philippe. Ben non, il a dit l'écologie, ce n'est pas prendre. Ben oui, parce que il y a des gens qui caricaturent les écologistes. D'ailleurs, les écologistes s'auto-caricaturent d'ailleurs eux-mêmes très bien pour certains. Et donc il a dit c'est pas ça l'écologie, c'est pas de prendre une douche froide dans le noir comme certains voudraient le faire croire. C'est autre chose l'écologie. C'est un programme, c'est une réflexion, c'est une avancée sociale, c'est effectivement s'occuper de la planète, mais du vivant, du climat et des gens au quotidien. C'est ça l'écologie. Ouais, mais bon, je trouve un peu. Au contraire, il prend un contre-pied celles et ceux qui veulent nous faire passer pour des Khmers verts et des Amish. Alors, écoute la phrase. Ouais, non, ça va aller. Alors, dans les grandes gueules, l'émission de RMC le matin, il y a un des chroniqueurs qui a une réflexion, une question très intéressante. C'est Mehdi Guézard qui pose cette question. Écoutez, franchement, c'est pas mal. Moi, je veux comprendre quelque chose. Je suis pas mathématicien. Moi, je suis un simple citoyen. Le pic du pétrole, le pic du prix du baril de pétrole, c'était en août 2008. $147. Août 2008, il y a de cela 14 ans. Ouais. On est bien d'accord. En août 2008, le prix était à 1,20€ à la pompe. À $147 le baril. On est en janvier 2022. Le prix du baril est de $87.
et le prix est à 1,80 € en moyenne. Ça s'appelle les taxes et les impôts. Expliquez-moi. Est-ce que vous pouvez expliquer à Mehdi Guézard? Mehdi, cher Mehdi, d'ailleurs, Mehdi, le mari oui. d'Anna. Anna, oui, absolument. Extraordinaire. Oui. Il est très fort. Mais il n'était pas prévu qu'il soit chroniqueur ou débatteur. Eh ben, il est dans les grandes gueules. Faut le garder, faut le venir, faut le faire. Alors, Mehdi, tu as la douille, tu as la carotte, et tu as une salade de carottes à la douille. Voilà ce qui arrive, effectivement. Des surtaxes, des taxes, des TVA, des TIPP qui deviennent des TCIPE. Plus rien ne comprend, personne. Non, mais non, ça il n'y a pas de taxe écolo. Ah bon, il y a la taxe carbone qui existe pour tous ceux et toutes celles qui polluent. Et je te rappelle que les voitures, ça pollue quand même un petit peu. Ouais. Mais quand tu rajoutes de la TVA à une taxe, faut être vraiment un peu limite. Et ça, nous, les écologistes, on en reparlera tout à l'heure de cette flambée de du carburant. On peut aussi se poser la question si les taxes n'ont pas été fixées pour inciter les Français à moins consommer, justement. Eh oui. En tout cas, Castex, il a fait une annonce hier, on en reparlera évidemment tout à l'heure. Alors, tiens, pour un peu de détente, un petit lapsus bien sympa, c'était dans la matinale de BFM, écoutez. Le mariage à nouveau à la noce, on s'attend à un nombre record d'oignons cette année. D'oignons. Vas-y, enchaîne. Mathieu Coissando. D'oignons. Voilà, d'oignons et pas d'oignons. Ouais, bon, ça arrive, les lapsus comme ça. Ah, mais j'adore, moi. C'est comme ça. Ouais, j'adore. Ouais, bah oui, c'est clair, c'est excellent, faut continuer, quoi. Tiens, quelqu'un que tu connais, ma chère Audrey, ton patron, c'est-à-dire Jean-Michel Blanquer. Ah, il est venu pleurnicher au micro d'Apolline de Malherbe ce matin, écoutez. Et sinon, ça va, Jean-Michel Blanquer? Oui, ça va bien, je vous remercie. Je vous pose la question, évidemment, elle sort pas de nulle part, parce que cette rentrée, elle est quand même compliquée pour vous. Vous avez beaucoup concentré les critiques. Oui, mais écoutez, il y a le quotidien et puis il y a l'intérêt général dans la durée, si vous voulez. Je crois qu'il est assez normal, surtout en période de crise grave, et nous sommes dans une période de crise grave sur le plan sanitaire. Il est assez normal de passer par des moments accidentés. J'en ai eu plusieurs depuis 4 ans et demi, vous savez, je pourrais les citer, mais ça, c'est a posteriori qu'on considérera ça. Moi, je vis ma vie avec quelques grands principes. Vous n'avez pas songé ici, c'est le service à partir, y compris peut-être pour ne pas encombrer le Premier ministre ou le Président? Les sujets, vous savez, sont pas d'abord politiques, c'est d'abord le service des enfants. Pourquoi est-ce que je suis si passionné dans cette fonction? C'est parce que pour moi c'est la fonction la plus belle, c'est-à-dire servir les enfants. Et en ce moment on doit servir les enfants de France pour traverser cette crise comme il convient. Et donc vous êtes là. Et donc je suis là. Et puis tant pis si je prends des coups. C'est après tout aussi mon rôle d'en prendre. À certains moments je suis un peu l'exutoire de certaines choses, je le sais bien. Mais au fond pendant 5 ans j'aurais été au service des enfants et ça me suffit. Sortez les mouchoirs. Jean-Michel Blanquer est venu faire son petit numéro. Exactement. Alors, mine de rien, la petite question qui est passée là, vite fait là, d'Apolline de Malherbe, j'ai bien aimé, même si je suis pas particulièrement fan de cette journaliste. Là, pour le coup, elle m'a bien fait rire. Par contre, juste, je voudrais rebondir sur la déclaration de Blanquer, c'est que de dire qu'il fait son travail au mieux pour les enfants, admettons, on va pas remettre ça en question, hein. Sauf que ça, c'est de la théorie, parce que quand on doit dire à un enfant que quoi qu'il en soit, s'il est cas contact, il ne vient pas en classe, ou effectivement s'il est atteint du Covid, il ne vient pas, c'est normal. Sauf que en soi, le gamin, il va être de toute façon pénalisé parce qu'on va lui donner le travail qu'il a manqué pendant que nous, en fait, on stagne, forcément, on peut pas avancer. Et moi, je parle parce que en ce moment, je fais une classe préparatoire, donc c'est des classes charnières. Moi, je pense que le dispositif est très mal fait. Voilà, c'est tout. Ouais. Attends, non, il faut que j'aille chercher l'invité qui est devant la bouche de métro. Quoi? Non, je te jure, c'est de la science-fiction là. Ah oui. Ah ouais. Non mais attends, je vais l'appeler, je vais lui expliquer. Mais... Ah oui, non mais attends, c'est quoi ce délire là? Bon. Ah, t'inquiète. Allez, voilà. Dans un instant, on en reparlera tout à l'heure évidemment de cette flambée des prix à la pompe important tout à l'heure après 17h30. Vous pourrez nous appeler pour nous dire d'ailleurs comment vous faites pour faire des éventuelles économies. Justement avec ce carburant qui a considérablement augmenté. Mais il n'y a pas que le carburant, on y rajoute le gaz, l'électricité, les produits de première nécessité, les fruits, les légumes.
Je vous annonce une augmentation de 30% au 15 février de la viande. Tout va augmenter. Est-ce qu'il n'y a pas une crise économique, sociale qui risque de plomber la fin du quinquennat de Macron ? On en parlera tout à l'heure avec vous au 01 40 33 9000. Mais en attendant, on va un peu se détendre parce que franchement, ces sujets entre le Covid et tout ça, ça commence à nous gonfler. Il sera avec nous dans un instant. Un petit week-end à Marrakech, ça vous dit quand même pour se détendre ? À Marrakech. On l'accueille dans un instant en exclusivité sur France Maghreb 2, ne bougez pas. Le LGF, le grand forum avec Philippe Bouriaki, avec Audrey Pronosti qui sont avec nous sur France Maghreb 2. Et on va parler un peu musique, les enfants, avec un invité, notre premier invité qui est avec nous. Il s'appelle David Abadou. Comment ça va, mon David ? Ça va super. Attends, je trouve ton micro, c'est quand même mieux, non ? Ça va super, hein, à part que je m'appelle David Ababou et pas Abadou. Hey, je rigole. C'est la faute de Bouriaki. Hein. Moi, je balance. J'ai quoi ? Abadou. Ababou, pas Abadou. Abadou. Ah ouais. Bah t'as écrit Abadou. Ouais, j'ai écrit Abadou. Voilà, c'est Ababou. Voilà. C'est Ababou. Bah oui. Heureusement que c'est la radio est parlée. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il est terrible ce type. Comment ça va, mon David ? Bah ça va super, hein. Et vous ? Bah écoute, bienvenue. Alors il faut que tu te présentes un petit peu à nous parce que on te connaît pas trop. Pour l'instant. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. J'en ai toujours rêvé en fait parce que j'ai eu trop l'habitude de faire des radios communautaires et en fait de faire des radios qui parlent à un public un peu plus grand, c'est ah bah t'as frappé à la bonne porte. Non, franchement ouais, c'est l'accueil est magnifique et je me sens au Maroc en vrai. Ah ouais. C'est l'accueil, le service, le sourire, etc. On se sent un peu là. Bon, n'en fais pas trop parce qu'on va voir comment tu vas sortir de cette émission. David, alors tu fais de la musique. T'es chez toi, David. Je fais de la musique, j'ai la chance d'avoir un grand-père musicien. Ouais. Mon grand-père, il était percussionniste pour pas mal d'artistes comme Enrico Macias, Claude François. Il a fait pas mal, il a fait le tour du monde avec la musique. Il nous a transmis ça en vrai. Et du coup, voilà, la musique, c'est dans le sang, c'est dans la peau, la guitare, le piano, la percussion. Où je vais ma guitare avec moi. Que ça soit dans le monde entier, je prends ma guitare. Elle te suit partout, la guitare. Elle me suit partout, c'est mon petit bébé. D'ailleurs, elle est là. Elle est là avec toi. Voilà. Toujours. Allez, on y va. Attends. Je peux dire un secret ou pas ? Ouais, vas-y. Franchement, t'as un kiff, David. Tu sais qu'il a un jetline là dans les dents ? Ah bon ? Le mec, il a atterri ce matin de New York et il est là. Il est ici. T'étais à New York ? Il y a que ça de vrai. Alors, j'ai fait la promo de mon single qui s'appelle Week-end à Marrakech à New York. C'est pas beau ça ? Week-end à Marrakech. C'est ça, non ? C'est un truc comme ça ? Exactement. C'est ça. C'est toute une histoire. Ah ouais, raconte. C'est toute une histoire. J'ai pas eu la chance de faire beaucoup de destinations maghrébines, pardon. Oui. Et la seule que j'ai fait, c'est le Maroc. Ouais. Et j'ai eu la chance d'aller souvent à Marrakech, à Casablanca, etc. Et la première fois où j'ai mis les pieds à Marrakech, à l'aéroport, j'ai dit il faut faire une histoire, il faut écrire une chanson sur ça. Franchement, c'est complètement différent. Ce matin, j'ai atterri. Bon, je critique pas la France, mais ce matin, j'ai atterri en France. Le sourire n'est pas le même en vrai. Le sourire n'est pas le même. On arrive au Maroc, les gens te sourient, ils te proposent de prendre tes valises, ils te proposent de t'accompagner, ils te proposent même un week-end. Non, c'est franchement ça. Marrakech. Écoutez bien. Bah parle, je t'assure, cet été ça va. Tout le monde ça peut être un tube, ça, David. Hein. Ça peut être un tube. Hachem, ça va être un tube. Mais Zrat Hachem, on dit. Bah oui. Ah ouais. Et vous avez de la chance d'avoir la première émission radio. Je pense que c'est une exclusivité. C'est la première fois que je présente cette chanson en live. Et France Maghreb, je pense que c'est la radio qu'il faut pour cette chanson. Ouais, ah ouais, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Alors, week-end à Marrakech, donc cette histoire incroyable, donc de voyage à Marrakech, voilà, l'accueil extraordinaire. Comment va New York ? New York, c'était un kiff. Bah voilà, je suis parti pour rechanter aussi. J'ai la chance d'avoir des gens qui me font confiance aussi aux États-Unis. Donc je suis parti la chanter. Je suis parti chanter aussi mes anciennes chansons.
J'ai fait une chanson aussi avec Enrico Macias. Donc c'est ça en vrai toute l'histoire, c'est que j'ai fait un voyage. Enrico, j'ai fait un voyage pour un concert communautaire il y a quelques années à Marseille. Ouais. Et on a pris le train avec Enrico. Parce qu'il faisait partie aussi de la soirée, enfin du programme de la soirée. Ouais. Et dans le train, on commence à discuter, etc., etc. Donc je lui raconte que mon grand-père, il jouait avec lui, que ma grand-mère, elle a grandi avec lui en Constantine, etc. Et le soir, il me propose de chanter avec lui au concert, donc c'était la première pour moi. Donc je m'assois à côté de lui dans les loges, je prends ma guitare et tout, et je vois qu'Enrico, il adore, il est là, il me regarde, il me dit joue-moi ci, joue-moi ça. Et jusque le lendemain, il t'a chanté la chanson Est-ce qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Toujours. Il y a la pub là, non? Non, oui, t'inquiète. Ça et voilà, donc il m'a proposé de venir chanter avec lui à l'Olympia, j'y croyais pas. Et quelques semaines avant l'Olympia, il me rappelle, il me dit comme promis, je t'invite à l'Olympia avec moi. À l'Olympia. Le kiff. J'avais 23 ans, j'ai fait 4 dates à l'Olympia avec Enrico Macias. J'ai chanté en hébreu en plus, un duo extraordinaire, une chanson qui s'appelle Shabechi. Et depuis, on est resté en contact et j'ai composé. Qu'est-ce que ça fait de monter sur la scène de l'Olympia, David? Alors, je peux même pas te raconter parce qu'il faut le vivre pour y croire. Et quand t'as 23 ans et t'as pas forcément une grosse carrière derrière toi, et tu mets les pieds à l'Olympia et que tu vois la scène et que tu vois le public et que tu te dis c'est incroyable, j'y crois pas en vrai. J'y croyais toujours pas en fait. Le soir quand j'entrais chez moi, il fallait que je voie les vidéos pour dire que j'ai chanté avec Enrico Macias sur l'Olympia, tu vois. Ouais. C'est le jour où je te raconte pas le jour où je suis rentré en studio pour enregistrer une chanson avec lui, c'était encore un kiff. Ah ouais. C'était. Bon alors t'as ta guitare, David? J'ai ma guitare bien sûr. Bon. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter? Bah, je vais vous faire en live pour la première fois Week-end à Marrakech sur France Maghreb 2. Donc en acoustique. On démarre tout de suite. Allez, c'est parti. Allez. Go musique. Toutes ces images que je voyais, que mes amis postaient, donnaient envie de découvrir toutes les beautés cachées de cette ville pleine de couleurs qui a su me charmer, m'envoûter, impossible de résister. Toutes les stories que je passais me donnent envie de voir l'ambiance des rues qu'on décrivait et la douceur du soir que je pouvais imaginer. Tel un souvenir d'une enfance pleine de plaisir, on a assez flâné sous le ciel de Paris. Ah, je suis d'accord. On ne veut plus compter les jours de pluie. Besoin d'un peu de soleil pour éclairer nos vies. Vas-y, allez, on part d'ici pour Marrakech. Un jour je t'emmènerai en week-end à Marrakech. Sentir les parfums, goûter les saveurs à Marrakech. Se balader à l'ombre des palmiers à Marrakech. Entre le souk, ses jardins, ses palais à Marrakech. Quand j'étais petit, je partageais les tagines et le thé autour de ces plateaux dorés. Avec les frérots du quartier, les gâteaux d'où coulait le miel. Un délice pour le palais, ces odeurs qui se mariaient. On a besoin de quitter les nuances de gris. Regarder les étoiles filer la nuit. Envie de s'évader pour des moments de folie. Vas-y, allez, on part d'ici pour Marrakech. Un jour je t'emmènerai en week-end à Marrakech. Sentir les parfums, goûter les saveurs à Marrakech. Se balader à l'ombre des palmiers à Marrakech. Entre le souk, ses jardins, ses palais à Marrakech. Un jour je t'emmènerai en week-end à Marrakech. Sentir les parfums, goûter les saveurs de Marrakech. Se balader à l'ombre des palmiers Marrakech. Entre le souk, ses jardins, ses palais. Wow, extraordinaire. Bravo David Ababou. Moi j'aimerais bien faire le refrain avec vous trois qui faites les réponses avec moi Marrakech. Vas-y, ça marche, vas-y, on y va. Un jour je t'emmènerai en week-end à Marrakech. Sentir les parfums, goûter les saveurs à Marrakech. Se balader à l'ombre des palmiers à Marrakech. Sentir le souk, les parfums, Yoka. Bravo. Mais qu'est-ce que c'est un kiff.
Ouais, Qu'est-ce que c'est? Franchement, David, je te félicite parce que tu as réussi à me faire chanter à la radio alors que je ne sais pas chanter. Oui, Bravo, c'est vrai. bravo. Bon, Je peux t'entendre une Bravo. fois sur le refrain. Vas-y. Un jour je t'emmènerai. À Marrakech. Il y a le décalage, hein, c'est normal. Tu sais, Bah allez, oui. ouais, elle est en haut là-bas, perché là, au haut de la montagne. Ouais, je suis loin, ouais, je suis c'est loin. ça. Mais en tout cas, même si je suis loin, je sais reconnaître le talent et franchement, la voix est superbe. Ah, adorable. ça Superbe. sent le tube Bravo. de l'été, ça, David. Hein. On essaye, on Ouais. essaye, on fait tout pour en tout Bon, cas. un album ou pas? Un EP en préparation bientôt prêt. Ouais. Avec, en vrai, c'est un album qui va raconter pas mal de choses, de la vie, de l'humain, des voyages, etc. Moi, j'ai pas trop l'habitude de parler de chansons, que ce soit des chansons d'amour, etc. Je suis pas trop dans ce thème-là. Je suis vraiment dans le thème de la vie, au jour le jour, de la paix. Comme vous avez pu voir ma chanson qui est sortie juste avant, qui s'appelle Mon Frère, qui est avec un artiste que j'affectionne particulièrement, Christopher Genda. On a fait une chanson vraie pour parler, pour démontrer, pour montrer la vraie vérité, ce qui se passe dans les quartiers, etc. Et pas ce qui se passe à la télé, que ce soit les bagarres, que ce soit juifs, musulmans, etc. On a voulu faire vraiment passer un message de paix. Et c'est même pour ça moi qui est chanteur de base communautaire, qui ai fait une chanson sur Marrakech pour montrer qu'on est tous ensemble, on a le même Dieu, on est unis. Ouais, c'est beau. Et c'est super important ce que tu dis là parce que notamment au Maroc, on ressent pas trop justement ces distanciations communautaires. C'est ça qui est magnifique au Maroc, vraiment, quelles que soient les cultures. Ils nous accueillent. T'es accueilli comme un roi au pays du roi. Exactement, Ouais. exactement. Surtout, Ah il oui. y a eu l'accord il y a pas longtemps, l'accord d'Abraham. C'est incroyable qu'il y a des vols Tel Aviv, Maroc direct. C'est fou ce qui se passe, vraiment. Bon, en tout cas, David Ababou qui est avec nous sur France Maghreb 2 pour découvrir ce tube, voilà, Week-end à Marrakech, mais pas que, il y a d'autres chansons évidemment que vous pourrez découvrir. Tu nous en fais une petite... Oui, bien sûr. Juste après la pub, d'accord? Après la pub. Ouais, faut bien mettre un peu d'argent dans la caisse quand même. À tout de suite, ne bougez pas les enfants. Le LGF, le grand forum sur France Maghreb 2 avec Philippe Bouriaki, avec Audrey Pronesti et notre invité David Ababou qui vient... tout fraîchement de New York City. Franchement, c'est une ville qui m'a marqué, moi, New York, sincèrement, David. Oui. Pourquoi? Oui. Je sais pas, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il se passe un truc là-bas à New York. C'est quand t'es dans Manhattan, tout ça, c'est waouh, c'est extraordinaire. Je vois pas que j'ai pensé à aller vivre là-bas. Non, t'as l'impression de revivre un petit peu, tu sais, tout ce que t'as vu à la télé quand t'étais plus jeune, etc. Tu vois tout ça en vrai, tu vois. C'est exactement ça, t'as l'impression d'être dans un rappel de film. Ouais, et puis les New-Yorkais sont juste, je sais pas les autres, mais les New-Yorkais sont juste extraordinaires. À Paris, tu demandes ton chemin, on t'envoie tout sauf au bon endroit. À New York, franchement, les mecs s'arrêtent, ils t'aident. Celui qui mange halal, il peut manger normal, tranquille dans les rues, halal partout. Vraiment, c'est magnifique. Qui mange cachère, il peut manger. Non mais c'est une ville dans laquelle tu peux être voilé, tu peux te balader en short, tu peux te balader en caleçon sur un vélo. Enfin, tout le monde s'en fout, quoi. C'est extraordinaire. Oui, mais ça c'est comme toutes les grandes villes. Non, à Paris, je t'assure que non. Chacun fait sa vie, quoi. À Paris, c'est différent quand même. Alors, si tu essaies de te mais balader Paris, en caleçon en vélo à Paris. Tu peux pas comparer. Ça dépend quelle période de l'année. Ouais, non, même en été, je t'assure, tu vas être regardé de travers. Alors, David. Et tu sais qu'est-ce qu'il dirait, Darmanin? Si vous n'aimez pas ce pays, monsieur, vous pouvez le quitter. Nous ne vous retournons pas. Ouais, d'accord. Merci. Vous pouvez même donner votre nationalité, on le donnera à quelqu'un d'autre sans aucun problème. Merci, Moussa. Alors, David. David, Yes. une petite chanson avant de partir? Bien sûr. Avec Alors, plaisir. qu'est-ce que tu vas nous interpréter? Je vais vous interpréter une chanson qui s'appelle Petite Noah. Ouais. C'est une chanson qui parle d'une petite fille qui quitte son pays pour se retrouver dans un autre pays, mais qui n'a pas forcément demandé ça en fait. Et en fait, elle est obligée de suivre ses parents et elle se retrouve dans un pays où elle ne comprend pas pourquoi elle est là et son pays natal lui manque. Cette chanson s'appelle Petite Noah. Vous allez comprendre les paroles par la chanson directement. Eh bien, on y va, c'est parti. Musique maestro. David Ababou en direct sur France Maghreb 2. T'es bien placé pour savoir que la plus jolie des victoires, c'est quand gagne l'humanité. Parce que tant de rêves ont pris froid,
c'est toi qui les réchaufferas. L'espoir meurt toujours en dernier. Tu as même quitté ta maison sans savoir où te mèneraient tes pas. Petite Noah, t'en as vu de toutes les couleurs. Tu connaîtras des jours meilleurs, des jours meilleurs. Où que tu sois, même si ton histoire est ailleurs, c'est toujours toi à l'intérieur, à l'intérieur. Tes yeux ont vu tant de misère, des gens couchés dans la poussière, des camps bondés sur les frontières. Dans la nuit, le bruit d'un moteur, cet avion qui part pour ailleurs, filer en douce et fuir la peur. Tu as même quitté ton pays, mais ton cœur est resté là-bas. Petite Noah, t'en as vu de toutes les couleurs. Tu connaîtras des jours meilleurs, des jours meilleurs. Où que tu sois, même si ton histoire est ailleurs, c'est toujours toi à l'intérieur, à l'intérieur. Où que tu sois, petite Noah, le monde est à toi. Petite Noah. Eh ben, donc c'est beau ça. Merci beaucoup David. Ça fera partie de l'EP qui sortira très prochainement. Il y aura combien de titres? Non. 6. 6. Exclu de chez Exclu. Ah bah oui, évidemment. Sincèrement, les sonorités, elles sont juste exceptionnelles. Alors après, la voix, il faut l'avoir. Mais moi qui suis à distance, je peux confirmer que ça envoie du lourd. Hein. C'est adorable, vraiment. merci Bravo. beaucoup, c'est adorable. Ça sort du cœur en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Oui. David? Un Mais producteur. tu chantes avec le cœur, ça s'entend. Merci beaucoup. C'est vrai, franchement, quand je chante, j'ai toujours les yeux fermés. En fait, je suis pas là. Ah ouais? Un producteur, une salle. Un producteur, une salle. Surtout, en vrai, surtout ce qu'on veut, c'est faire de la musique vraiment pour faire profiter les gens qui aiment la musique mais qui ne font pas forcément de musique. Et bien sûr, voilà, on aimerait. Enfin, c'est mon rêve depuis que je suis gosse. C'est voilà, faire des salles, remplir des salles, être sur scène, faire chanter les gens mes chansons. En fait, quand on passe je le répète souvent en radio parce que j'adore cette phrase. Je me dis de pouvoir chanter mes chansons aujourd'hui à l'antenne ou à la télé, etc. Alors que ces chansons-là, elles ont été composées dans des chambres de 10 mètres carrés, tout seul. Ouais, c'est ouf. Quel a été l'accueil à New York de Week-end à Marrakech? L'accueil était incroyable. De ouf. Bah, la première promo que j'ai fait, c'est qu'il y a des danseurs souvent sur Times Square. Ouais. Et j'ai été les voir, j'ai fait le blata, comme on dit. Je leur ai dit, je peux vous donner un petit billet, vous mettez ma chanson, vous dansez dessus, je vous fais une vidéo. Ils m'ont dit ok. Je leur donne un billet. Et quand ils ont mis la musique, il y a plein de gens qui se sont arrêtés, qui commençaient à danser, taper dans les mains, etc. Et donc j'ai fait écouter, voilà, le single est sorti le lendemain. Donc voilà, l'accueil était franchement, pour un début, était pas mal. Bon, en tout cas, David, on te souhaite bon courage et bonne Merci chance pour la suite, évidemment. Et vous pouvez le suivre, bien évidemment, sur les réseaux sociaux. C'est David Ababou. Avec un H au début. Ouais, oui, H-A-B-A-B-O-U. Vous retrouvez aussi le single Week-end à Marrakech, dispo sur toutes les plateformes de téléchargement, Spotify, Deezer, Apple Music. Merci à vous pour votre accueil, c'était adorable. Merci à toi, t'es fou, c'est un kiff. Et je me sens comme à la maison ici, donc je toquerai à la porte la T'es prochaine bienvenu. Hein. Ouais, c'est Merci ça. beaucoup. Tiens, on va même donner les clés, t'auras plus besoin de toquer. Ouais, c'est ça. En tout cas, bienvenue chez toi. Merci N'oublie pas beaucoup. que t'es chez nous.
Ça, j'aime bien. Ah là 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 là. Ça, j'adore. Tu vois, c'est ça ton problème. T'es pas 100% DZ. Parce qu'un DZ, il aurait jamais conclu comme ça. J'ai jamais dit que j'étais DZ, moi. Ouais, bah justement, moi, monsieur Darmanin, il faut qu'on discute là. Bon, merci en tout cas, David. Merci, David. Merci à vous. On va changer d'univers, mais on va rester dans la musique. Et j'espère que tu pourras faire une tournée dans tout le Maghreb et qu'on pourra t'accueillir en Algérie. Ça serait un kiff de ouf. chanter au Maroc. Et Algérie, c'est mon rêve d'aller, c'est mon Et rêve. ben, alors Constantine mettre les pieds parce que ma grand-mère, quand elle me racontait le pont suspendu, toutes ces histoires, etc. à Constantine, j'ai envie d'aller vraiment pour voir ce que j'ai entendu. Et ben, on va essayer d'organiser une délégation française. T'es bien placé, toi ? Bah non, c'est pas ça, mais moi je veux vraiment retourner dans mon pays qui m'a vu naître avec plein d'élus français pour leur faire découvrir l'Algérie et du coup emmener des artistes et faire un truc avec des artistes algériens là-bas, etc. Enfin, tu vois, ça serait franchement un kiff. On va essayer de faire ça. Je te promets pas que ça va être tout de suite parce que tu vois, il y a quelques petites tensions, mais voilà. Sinon, il y a la Tunisie, c'est pas mal non plus. Hein. La Tunisie aussi, bien sûr, mais évidemment. Oui, non, mais le Maghreb, on va faire tam-tam. Djerba, Tunisie, Algérie, Maroc, tu vois, ça c'est pas un kiff ou pas? Un petit week-end à Djerba, faudrait faire la chanson aussi. Un petit week-end à Djerba. Ça peut être pas mal, Bon, en tout cas, à très vite, mon David. Merci beaucoup d'être venu ici. Puis à très vite. Et puis on rappelle, Ababou, s'il vous plaît, allez-y, likez, commentez, partagez, faites-le connaître, donnez-lui de la force. Et sur toutes les plateformes. Nous aussi, on te kiffe. Exactement. Et vous l'entendez, vous vous souviendrez que vous avez entendu ce tube pour la première fois à la radio. Ici, sur France Maghreb 2, évidemment. Week-end à Marrakech, une fois qu'il va tourner sur toutes les radios. Voilà, vous allez voir. Merci. Tourner. Bah oui, il va tourner, c'est sûr et certain. Merci d'être avec nous. Quand on veut, on peut. Ah ouais, ça c'est ce qu'on dit tout le temps. Hein, c'est ce que me disait ma grand-mère. Quand on veut, on peut. Bon, elle dit plein de choses, ma grand-mère aussi. Dans un instant, on accueille un autre artiste. Il sera avec nous. Là, on change d'univers. On passe dans le rap. On va boxer avec les mots, avec le groupe Arsenic et Calbo. Il va sur te boxer France tout Maghreb 2. Il va te boxer, tu vas voir. Je crois que t'as pas vu le manche. Ouais, tu vas voir. Reste avec nous. Merci d'écouter France Maghreb 2. Il est pile 17h. Waouh. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Bienvenue dans le LGF sur France Maghreb 2 avec Bouriaki, avec Madame Pronostic qui est avec nous sur France Maghreb 2. Et après avoir reçu David il y a quelques instants, David Ababou, donc week-end à Marrakech, que vous pouvez retrouver évidemment. Je suis sûr que les amateurs de musique se souviennent de ceci. J'ai vu la lumière, je me suis dit, ce qui se passe là-haut. Y'avait pas de porte verte, alors j'ai pété un carreau. J'ai pété sur la fenêtre, rien qui fait mes négros. Je boxe avec les mots, je boxe avec les mots. Évite mes vers sur le beat, le poison pour la flow. Calbo est avec nous. Comment ça va, mon Calbo? Ravi de t'accueillir dans les studios de France Maghreb 2. Ça va. Bien? Oui, très bien. Arsenic, incroyable. Arsenic, tout le monde s'en souvient, évidemment, du groupe Arsenic. Alors, Calbo, tu viens ici parce que t'as sorti un livre. Parce que je passais dans le coin. Ouais, c'est vrai. C'était sympa. Hein. T'as vu? T'es venu dans le petit coin, là. Ça change de Villiers-le-Bel, hein? Pas trop. Ah ouais, pas trop? Il y a les mêmes gueules dans la rue, là. Bon, en tout cas, le livre s'appelle Quelques gouttes de plus. Donc, première question, j'ai envie de dire toute classique, toute simple. Ah, on a dû te la poser 100 fois, mais je te la pose quand même. Pourquoi avoir décidé de faire un livre? J'ai cru comprendre en lisant le livre que tu souhaitais rétablir quelques vérités qui avaient été portées à votre égard et que tu souhaitais apporter ta version à toi. C'est bien ça, Calbo? Oui et non. Non, mais plutôt... Ouais, c'est presque ça. Si tu veux, c'est un peu bon. Déjà, on n'a jamais la prétention d'écrire un livre quand on fait de la musique, je pense. Et puis ça vient comme ça. Et ça, c'était plutôt suite à bon, déjà quelques rappeurs, amis rappeurs comme Mystique et Oxmo Puccino, qui m'ont piqué un peu dans le sens où ils ont dit, là, en ce moment, avec les histoires qu'on a vécues, tout ça pendant des vingtaines d'années dans le rap, on devrait l'écrire, ça, pour la jeune génération, tout ça. Bon, malgré tout ça, j'étais pas encore chaud pour lancer le truc. Ouais. Et suite à 2-3 visualisations de vidéos où les gars parlaient de notre époque, tout ça, en disant oui, Calbo est venu me voir, Calbo ci, Calbo ça. Et donc, j'étais pas du tout d'accord avec la suite. Donc, c'est pour ça que tu as voulu rétablir une certaine vérité à travers ton livre. Voilà, autant le livre, c'est l'histoire d'Arsenic, Bisso Nabisso, racontée par celui qui l'a vécu. Ouais. Alors, Calbo, t'étais pas franchement destiné à faire du rap, c'est ce que t'expliques d'ailleurs dans le livre. Ouais. T'étais destiné à faire quoi d'ailleurs? C'était quoi ton kiff à l'époque quand t'étais dans ta chambre avec ton frère en train d'écrire? Et ton cousin d'ailleurs?
Quand on me posait la question, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, ouais. Je répondais toujours, je sais pas, mais je serai pas pauvre. Ah ouais, et effectivement, c'est le cas. Voilà, bah oui. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on appelle la richesse? Tout ce qu'on a vécu, c'est une richesse énorme dans la musique. Et donc, moi, je suis milliardaire de vie. Milliardaire de vie, c'est beau ça. Alors, qu'est devenu le cousin qui s'est approprié un peu le truc à un moment? Je sais pas, il est quelque part dans la nature. Depuis cette époque, justement... Vous allez comprendre si vous allez dans le livre. Hein. On s'était séparés à cette époque-là, et puis j'ai dû le revoir 1 ou 2 fois. Ouais. Alors, tout s'est passé quand même le jour où quand même votre maman, qui vous regardait un petit peu écrire des textes de rap, et elle vous a donné un soir, vous l'expliquez d'ailleurs... Vous étiez en train de faire des morceaux, d'écrire, etc. Et puis votre mère qui entre dans cette chambre et qui vous donne quelque part une certaine validation du truc en disant « Si vous voulez faire le truc, faites-le sérieusement et faites-le bien. » Voilà. Ouais. Si tu veux, c'était à l'époque, faire du rap, c'était un hobby, c'était un amusement. Ouais. Il n'y avait pas aujourd'hui les milliards de groupes de rap que tu vois aujourd'hui, les gars qui disent on va faire de la thune dans le rap. Non, le rap, c'était un truc vraiment underground. C'est-à-dire vraiment souterrain. Et nous, on faisait ça pour s'amuser, et on le faisait beaucoup dans la chambre. Et tu vois, les mères africaines avec l'éducation, c'est l'école, c'est... Voilà. Ouais. Et donc, nous, on était là, la musique à fond, et quand elle rentre du boulot, elle poussait toujours la porte, éteignez votre musique, étudier, chercher du travail, tout ça. Et donc, nous, à chaque fois, on s'attendait avec la musique à fond, on ne savait jamais quand elle allait arriver. Et un jour, elle est arrivée une énième fois, elle a poussé cette porte, et nous, on s'est jeté pour le poste pour l'éteindre. Et elle a dit, là, elle était toute calme, et elle a dit, si vous voulez faire de la musique, faites-le comme un travail. Voilà. Et là, vous avez sorti une espèce d'autorisation, de validation de votre maman, et c'est là que ça a un peu changé quand même les choses. Pour nous, c'était l'autorisation. Quoi. Ouais, de y aller quoi. D'y aller et de le faire sérieusement. Audrey Pronostic est avec nous. Le livre, franchement, se lit super bien. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai pas eu le temps de le lire en entier, mais par contre, la seule chose que je peux dire. De quoi ? Je dis alors, Audrey, quand même. Ah oui, je manque à tous mes devoirs. Non, clairement, par contre, ce que je peux dire, et c'est la première chose que je voulais dire, c'est que ça se lit d'une facilité parce qu'en fait, quand on commence à lire, on se plonge directement dans l'univers. Tu nous racontes une histoire. Alors après, moi, je l'ai lu d'une certaine manière parce que je suis de cette génération. Je pense qu'on l'est tous d'ailleurs, que ce soit Philippe ou Christophe. Et du coup, moi, j'ai grandi là-dessus. J'ai grandi sur les sons. Et du coup, quand je lis, en tout cas pour la génération 80, on va dire ça, ouais. En fait, on est plongé dedans, en tout cas pour ceux qui écoutaient les sons. Et du coup, c'est super bien raconté. Et du coup, en fait, on a l'impression de s'immiscer dans des petits secrets. Et franchement, rien que pour ça vaut le coup de le lire, vraiment, et je vais le terminer. Ça s'appelle pour quelques gouttes de plus, notre ami Calbo ici avec nous. Alors, ce voyage en Hongrie, c'est le top départ quand même. Ouais, c'est ça, c'est la première fois où on fait un show, on monte un show. Tu sors de Villiers-le-Bel pour aller en Hongrie. C'est la première fois où on monte un show comme ça, en sortant du quartier, avec les gars du quartier, les PBMC, et on le fait. C'est pas le pays le plus tolérant quand même, la Hongrie, faut le dire. Exactement. Donc pour nous, c'était vraiment. En plus, la traversée en train, tu vois, train de nuit, train couchette, on traverse l'Autriche, machin. Ouais. Les douaniers qui montent, machin. Nous, on fout le bordel, les gars du 95, dans un train de nuit. T'as une impression d'être à l'époque d'un documentaire sur la 3e guerre mondiale. Et si tu veux, voilà, c'était la première fois on était... Mais malgré ça, on a fait un super show là-bas. On s'est éclaté comme des fous pendant 2 semaines. Et en rentrant, on s'est jamais dit, on va faire de ça notre métier, tu vois. Ouais. Encore là, c'était pas encore prévu. Il y a quand même un gars qui est du côté de Sarcelles. Je saute volontairement des passages parce qu'il faut que les gens vraiment lisent le livre pour comprendre l'histoire du début à la fin. Ça fait 240 pages, ça se lit vraiment fastoche. Vous allez voir, c'est vraiment très très bien. Il y a un gars à Sarcelles quand même qui a vu ce qui allait se passer, qui était un visionnaire. Ouais. Hein, ce mec-là, parle-nous-en de ce Kenzie. Kenzie. Mais si tu veux, nous, donc, quand tu vois toute l'histoire, tu te rendras compte dans cette histoire qu'on a eue. Pour nous, c'était presque facile de réaliser tout ce qu'on a fait, puisqu'on avait un capitaine du bateau, tu vois. Ouais.
dans le bateau pirate. Et puis c'est ça, moi je pense que pour réaliser des grands projets, il faut que chacun soit à sa place. Et lui, Kenzie, c'était un peu le capitaine du bateau, tu vois. Et vous avez dit quoi 3 ans après? Voilà, la première fois, on l'a rencontré dans un hall de bâtiment à la secte Abdoulaye. Ouais. Le gars nous avait déjà décrit presque la carrière en entier, avant même qu'elle commençait. Ouais. Donc lui, il savait déjà comment on allait arriver, ce qu'on allait faire, ce qu'on devait faire, qui on allait voir, où on allait arriver. Donc il avait déjà l'itinéraire, nous on avait juste à suivre. Ouais, c'est ça. Et ça c'est ça. Tout ce qu'il nous a dit, tout s'est avéré vrai. Et ça s'est pas trompé, évidemment, avec les artistes. Alors le secteur A, parlons-en, parce que le secteur A, il a dominé le rap français pendant quelques années. Hein. Ouais, cette époque. Ouais. C'était incroyable, c'est-à-dire sur Skyrock, sur toutes les grandes radios de rap, sur les clips à la télé. Quand on parlait rap, c'était forcément secteur A. Ouais. Ah non, mais les clips, c'était des films. Il suffit juste de voir déjà le film, le clip. Tu vois, c'est le lapsus, le clip de Une affaire de famille, quoi. Ouais. Moi, je m'en rappelle encore. Ouais. Je regardais MCM ou MTV parce qu'à l'époque c'était ces chaînes-là. J'enregistrais les clips et je les regardais. Et on se faisait des ambiances. Ouais. Mais exactement, avec le magnétoscope. Et après, on se faisait des ambiances. Bon, je précise que moi, j'habitais dans le 95, donc forcément, je soutenais, etc. Et oui, et j'y habite toujours d'ailleurs. Donc forcément, et on est du coin de... du coin de Villers-le-Bel. Qu'est-ce qui se passe quand on entend pour la première fois son morceau à la radio? Ah, pour moi? Ouais, Calbo. Surpris, content. Mais tu sais, même le jour de la sortie de l'album, nous on s'est posé la question avec mon frère dans la chambre à Villers-le-Bel. On s'est dit, mais pourquoi? C'était pas l'ère d'internet, donc tu pouvais pas savoir le buzz que tu avais aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui tu sens ton buzz, il y a des vues, il y a des machins, mais nous on lançait des trucs et puis voilà, on savait pas, on était toujours au quartier en plus quand on a sorti l'album. Et on s'est dit, le jour où on a annoncé la date de la sortie de l'album, on s'est dit, mais pourquoi les gars vont se lever le matin n'importe où, à Toulon, dans les banlieues, et vont se dire, tiens, je vais aller chercher l'album de ces deux frères de Villers-le-Bel à la FNAC. Ouais. Donc on a eu cette petite appréhension, et puis quand les chiffres ont commencé à défiler, 100 000 en une semaine, 200 000, on s'est dit, ok. Qu'est-ce qui fait, il faut lire le livre évidemment pour comprendre, que le secteur A n'a pas pu perdurer dans le temps? Parce qu'aujourd'hui, le secteur A, bon voilà, c'est fini. Wow, c'est fini. C'est pas autant dominant qu'auparavant, quoi. Non, mais si tu veux, ça dépend de où on se place. Ça dépend où on se place, dans le sens où demain, je suis presque sûr que si on fait une tournée secteur 1, on va remplir des zéniths. Ouais. Mais qu'est-ce qui a fait justement? Donc en fait, si tu veux, qu'est-ce qui s'est passé? La question, c'est plutôt qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas perduré, qu'on n'a pas continué. C'était ma question. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas perduré? Ouais. Donc c'est une histoire toujours, tu vois. On a tous fait au moins 2, 3, 4 albums, tu vois. Donc c'est quand même des années. Il faut savoir qu'à l'époque, un album durait au moins c'était je sais pas combien d'années de tournée, de machin. En plus on a sorti plein de singles qui ont fait des tubes, donc tu tournes, et après il y a ce mélange de personnes, ces différences entre les cerveaux. Voilà, on était plein de gars différents, réunis pour une seule cause, mais voilà, c'est un moment, c'est des hommes. Ça, on est sorti des bâtiments. Ouais. Et on regardait rien. Vos familles respectives. Et après, les années ont passé, tu as construit des familles, chacun, donc on n'a plus le même objectif. Au début, on partait tous avec le même objectif du secteur A, une seule vision. Ouais. Et les années passant, tu formes ta famille, chacun veut faire des solos. À partir du moment où tu commences à faire des solos, chacun veut faire un peu son truc de son côté. Puis c'est là où on se perd un peu. Ouais. Mais nous, personnellement, on est tous restés amis. Et puis dernièrement, on avait fait il n'y a pas longtemps, une tournée secteur A qui s'est très bien passée. Ouais, vous avez gardé des liens, des contacts? Toujours. Ouais. Passy, toute l'équipe? Ouais. Non, ces années ont forgé quand même un lien très fort. Ouais. Philippe, Calbo. Non mais cette époque de surdomination du secteur A qui arrivait en vérité en relève je parle pour les pionniers. C'était pas de notre faute. Hein. Ouais, non, mais en relève de IAM et de NTM. Il y avait IAM et NTM, et puis d'un seul coup, il y a le secteur A est arrivé. Alors, on connaissait pour certains le ministère amer.
Tu vois, donc en parallèle, et puis effectivement, lorsque le collectif du ministère amer a fait avec les potes de Villiers-le-Bel et les Nègres Marrons, etc., le secteur A est arrivé, mais ils ont tout bouleversé parce que c'était tous des super talents. Je parle de Josh Nico, Passy, Stomy Bugsy, Arsenic, Nègres Marrons, Janix, Singila. Ouais, non mais c'était violent parce qu'ils ont tout déferlé. Il y avait personne d'autre. Et derrière eux, après il y a eu cette nouvelle vague qui arrivait. Comment il s'appelle, la Sniper gravé dans la roche. On a commencé à entendre parler de Booba, Rof, le 113, etc. Parler avant. Hein. Booba, non, si tu veux, c'est pas la même époque quand même. Non, si tu veux, c'était un peu la même époque. Bah, mais il n'a pas émergé comme vous avez émergé. Voilà, c'est-à-dire que à l'époque où on est arrivé, nous Arsenic, on est parti de la compile Hostile où il y avait Lunatic. C'est ça. Et en fait, il y avait beaucoup de clics comme ça. Il y avait Secteur A, il y avait Time Bomb avec Oxmo, Lunatic, machin. Il y avait l'autre côté Marseille avec FF, tout ça. Ouais, donc chacun avait ses... Et puis... For My People avec les NTM, tout ça. Donc c'est une époque, en fait, une grosse époque de beaucoup de groupes. Moi, j'appelle ça l'Eldorado du rap. Mais dans cet Eldorado du rap, Secteur A, on était un peu sorti du lot parce que c'était réellement, blague à part, c'était réellement du rap engagé. Sérieusement, quand tu écoutes les paroles je dis pas ça parce que c'était là. Il y avait le flow commercial un petit peu de Doc Gynéco qui te faisait voyager, Passy qui te faisait vivre des choses infernales comme le maton de Guette, etc., mais qui parlait à tout le monde de ce qu'on vivait dans les quartiers. Mais le rap militant politique, Secteur A, quand tu écoutes Jour de tonnerre, quand tu rentres, tu vois par où t'es passé, etc., enlève le flow, écoute les paroles, je t'assure, tu te croirais dans un meeting de campagne. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors justement, on parle du rap évidemment et de son évolution aujourd'hui. Quel est ton regard par rapport à cette nouvelle scène de génération de rappeurs qui arrive aujourd'hui, qu'on entend un petit peu partout, qui émerge? Ça va dans le bon sens selon toi? Ça va dans leur sens à eux. Ouais. Et alors, toi, si tu veux, avec ton regard d'ancien? Moi, avec mon regard d'ancien, j'ai eu deux phases de cette époque. J'ai eu deux phases. La première, la phase du vieux con. Ouais. Celle qui disait c'est quoi ce bordel? Les gars ne rappent plus. Pour moi, quand tu fais 2-3 couplets en chantant, pour moi, c'est plus du rap. Tu vois, le rap, c'est vraiment un exercice de style. Ouais. C'est-à-dire si... c'est boxer avec les mots. Ouais, si un ténor d'opéra se met à chanter du reggae, tu vas pas dire c'est de l'opéra. Ouais. Donc, et puis, donc il y a eu ces moments où je dis, moi, dès que j'entendais les vocaux, les machins, j'écoutais, ça me faisait du mal aux oreilles. Mais petit à petit... Justement, moi j'ai un fils qui a 20 ans, qui m'a dit une phrase un jour, il m'a dit, mais papa, ça c'est notre rap à nous. Ouais. Et donc c'est là où j'ai compris, j'écoutais d'une autre oreille, il y a du bon, du mauvais, comme à notre époque aussi il y avait du bon et du mauvais. Et voilà, c'est ce qu'ils appellent le rap à eux. Ouais. Donc nous les quinquagénaires, les sectagénaires, les trek, on n'a pas à se prendre la tête sur cette musique qui est celle des petits. À nous justement, ces rappeurs, de donner de la matière à notre public. Parce qu'on n'a pas le même public en vrai. Comment ça se passe aujourd'hui pour toi? Ça se passe très bien, beaucoup de projets. Du coup, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que le confinement m'a fait beaucoup de bien. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis de là déprimés, pas bien, qui attendent la fin de la libération, je sais pas de quoi. Mais moi, ça m'a permis de me recentrer sur moi-même et de faire plein de choses et plein de projets à venir. Dans le livre, derrière, il y a un EP qui vient très, très incessamment sous peu. Tout seul? Oui, tout seul, mars à peu près, début mars. Et de bouquins et puis plein de choses. J'ai envie de faire plein de choses. Je produis une petite... Mais Arsenic, c'est fini ou pas? Ce sera jamais fini, c'est mon frère à vie. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a possibilité de vous revoir sur scène tous les deux? Bien sûr. Déjà, on fait beaucoup de concerts toute l'année, un peu, parce qu'on a réussi à faire un album classique, dit classique. Donc, les gens réclament toujours du box avec les mots, du sexe, pouvoir et bifton, du affaire de famille. Ouais. Et en gros, si on a envie de tourner toute l'année, on pourrait le faire, tu vois. Mais là, on a envie de faire encore beaucoup de morceaux. On a des solos à sortir, parce que Lino l'avait signé en solo avec sa maison de disques. Et il a un solo à sortir encore, là, bientôt. Et moi, je fais ce EP dans ce trou, avec plein de projets qui vont arriver. Et on s'est toujours dit, on doit un album à nos aficionados, avec mon frère.
On a hâte, hein. On a dit, on le fera. Bon, eh bien, on en reparle dans un instant. Si vous voulez poser des questions à Calbo, il est avec nous. Arsenic sur France Maghreb 2, le livre. Voilà, ça c'est la marque de fabrique. Évidemment. On parlera évidemment de continuer à parler de ce livre, mais il faut absolument vous le procurer. Vous allez voir, ça se lit super bien. On a réussi à le lire, donc c'est pour dire que ça se lit bien. Ça s'appelle Quelques gouttes de plus. C'est signé Calbo. À tout de suite sur France Maghreb 2. Le grand forum, les amis, avec Philippe Bouriaki, avec Audrey Pronesti, avec notre invité Calbo ici présent du groupe Arsenic. Voilà, ça on reconnaît bien évidemment la marque de fabrique. Alors justement, tu nous parlais d'éventuellement, et je rappelle aux auditeurs qui peuvent nous poser des questions, en nous appelant au 01 40 33 9000, mais aussi sur les réseaux, nous sommes en direct, Philippe. Hein. Oui, on est sur le Facebook de Christophe Le Grand Forum, mais via mon Facebook à moi, j'ai partagé sur Christophe Le Grand Forum et je me suis trompé, j'aurais dû démarrer directement du tien. Bon, mais bon, vous avez en tout cas le live là. Et vous pouvez poser des questions, évidemment. Vous écoutez la radio et vous mettez le live et vous baissez le son de votre live et vous allez voir, c'est magnifique. C'est magnifique. Dans le nouvel album là, il y a de quoi écrire là, Calbo là, avec tout ce qui s'est passé, le confinement, le Covid, toute la politique, sur le racisme, sur plein de trucs. Non, on disait même pour les anciens et les nouvelles générations, en termes de thèmes de rap, il y a un foison là en ce moment. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Et moi, je le dis dans un morceau où celui que je vais présenter pour le EP, donc pour lancer le EP, qui va arriver, qui s'appelle J'écris. Ouais. Et je dis pourquoi j'écris, parce qu'à la base, quand on a fait du rap, le rap c'était justement pour dénoncer ça. On se disait souvent on était les voix des sans-voix. Et dans toutes nos interviews, c'était moi je parle de ce que je vis et ce que je vois par ma fenêtre et ce que je vis tous les jours. Et donc ce qu'on vit et ce qu'on voit tous les jours aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Ouais. Alors le titre du livre, Quelques gouttes de plus, c'est pas choisi par hasard. Non. C'est un hommage aux 2 albums d'Arsenic. Voilà, et au premier, donc on reste dans les quelques. Ouais. Et après quelques gouttes suffisent, qui est le premier album, le fameux classique, l'album blanc qui a très bien marché. Et donc ça, puisque je raconte justement l'histoire de cette époque-là, du Bissau et de Arsenic, de cette époque, c'est quelques gouttes de plus, quoi. Je rajoute des choses que vous n'avez jamais, vous n'entendrez jamais, et que si vous posiez des questions, je réponds à tout dedans. Et... Effectivement. Alors, une question aussi importante, ça s'est passé comment, l'enregistrement avec le Duc ? Très bien, très bien, très bien. Mais à l'époque, tu sais, Je parle de Booba, pour ceux... Ouais, à l'époque, on était... déjà, on a fait 2-3 quand même morceaux avec lui. Ouais. Et sinon, le premier donc, que je raconte dans le livre, c'est la première fois, du coup, on est, comme je t'ai dit tout à l'heure, on était des clans un peu, tu vois, 95, c'était secteur A là-bas. Il y avait Lunatic qui était avec The Time Bomb, donc c'était dans leur coin, mais tout le monde se connaissait musicalement, mais pas personnellement. Et donc ça s'appréciait quelque part. Et puis à l'époque, on répondait tout de suite à un featuring, c'est-à-dire qu'on t'appelle, tu prenais ça comme tu vois, c'était une mission. Donc quand on t'appelle pour un featuring, une compile, tu vas, il n'y a pas de discussion. Ouais. Et nous, quand on a eu cette opportunité, on est parti, on a vu Ali, Booba en studio, on est arrivé, moi avec Lino, et voilà, on se connaissait pas, moi on se connaissait musicalement. Donc tu sentais qu'on... Il n'y a pas eu de clash. Non, on ne connaissait pas ces histoires. Non, il n'y avait pas de clash à l'époque. Le clash, c'était la prestation. Mais oui, c'était pas ça. C'est ça. Ouais. C'était la prestation. Le premier à clasher, c'était MC Jean Gabin. Hein. Tout part d'MC Jean Gabin, en vérité. Le premier à tailler des gens. C'était MC Jean Gabin et après ça dégénère. Est-ce que Jackie et Ecocity, c'était pas avant? Ouais, je sais pas. J'ai un petit doute. C'est Jean Gabin le premier. En tout cas, B2O reste le patron aujourd'hui. Hein. Oui. On est d'accord. Faut dire la vérité. Faut dire la vérité. Déjà, B2O, il a le talent qu'on connaît. Ouais. Donc moi, je sais pas ceux qui bégayent. Il va faire un Stade de France là, à la fin de l'année. Il a su rester et surfer sur les 2 générations. Donc chapeau à lui. Et puis nous, voilà. Donc c'est très bien ce qu'il a fait. Moi, j'ai toujours aimé le gars, déjà humainement et artistiquement. Ouais. Alors des questions peut-être pour Calbo, Philippe sur les réseaux là. Oui, Audrey, question peut-être. Alors moi j'en aurais une, mais alors je veux pas trop spoiler le livre, mais j'aurais juste une petite question vraiment personnelle. C'est par rapport au groupe. On veut savoir si t'es célibataire. Mais non. On va rester sur musical bien sûr. Alors par rapport au groupe Bissau Nabisso. Oui.
comment est arrivé tout simplement le groupe Bisson Abisso. Mais avant que d'avoir la réponse, moi je suis pas très objective parce que je peux dire que c'était juste exceptionnel. Moi je l'ai vu en vrai, j'ai vu le Zénith du 99 je crois. En plus j'étais en loge VIP, il y avait une ambiance de folie. Elle était fraîche à l'époque. Je veux juste dire que c'est exceptionnel. Pourquoi je le dis? Parce que en fait, même si on était des amateurs de rap, même si c'était un autre style musical, on pouvait que aimer. C'est pour ça que je pose la question. Comment vous êtes passé du style de rap au Bisson Abisso? Et puis, faut savoir déjà qu'à l'époque, le rap à proprement dit était très c'est le cousin le rap français était le cousin du rap américain, donc tout le monde voulait ressembler au rappeur américain, tout ça à l'époque, même musicalement tout ça. Et le fait de faire justement, nous on était français en France et de culture africaine. Et nous notre culture africaine, c'est pas la culture américaine, gospel, jazz, tout ça machin, même si on en écoutait. Mais et quand on a eu pourquoi Bisso, parce que justement on l'a encore une fois, c'est un truc qu'on est tombé dedans par hasard, pas par hasard, mais plutôt pour répondre. C'est une réponse aux guerres qui étaient dans notre pays, le Congo-Brazzaville. Ouais. Et nous on était donc on s'est dit on va faire quelque chose. Aujourd'hui on a des micros, on passe à la radio, tout ça. Il y a des guerres ethniques soi-disant dans notre pays, et on s'est dit on va envoyer un message au pays grâce aux radios en France ici, partie de France. En disant arrêtez, laissez ça un peu notre We Are the World. On a essayé. Bon, Passy c'est le cousin. On s'est vu, on s'est dit on va répertorier tous les rappeurs Congo-Brazza. Il y en avait une série, donc Benji des Nègres Marrons qui était proche de nous, Mystique, les 2 balles qui étaient dans le 77, M. Passy la chanteuse, et on s'est dit on va faire un seul morceau. Donc on était parti pour un morceau à la base. Et qu'on avait fait, c'était l'Union, il s'appelait l'Union du peuple congolais. On est un seul groupe, on l'a appelé Bisson Abisso, qui veut dire entre nous, tous ensemble. Et on voulait faire un morceau pour leur dire, regardez, on est tous d'ethnies différentes, mais pourtant on forme un seul groupe. Et donc arrêtez vos guerres, tout ça. Et on l'a emmené à Skyrock pour que Bouno écoute et qu'il le diffuse, tout ça. Ouais. Et Bouno, il a kiffé ou pas? Parce qu'il est dur, lui. Justement, c'était pour lui. À l'époque, c'était original, ça ne se faisait pas. Du rap français avec de la musique africaine. Donc, c'était la première fois qu'il entendait ça, ça a changé. Et puis, il a eu quand même l'idée de dire, allez, faites un album. Pourquoi vous ferez pas un album? Pourquoi vous faites pas un album et on fait un zénith derrière? Donc, comme ça, du tac au tac. C'est Bono qui a eu cette idée. Du tac au tac comme ça. Et puis, on a dit, écoute, on s'est regardé, on s'est dit, nous, on avait déjà fait des albums, tu vois, nos couplets, c'était des 32 mesures, c'était énorme d'écrire un album. Et là, on s'est dit, on est 9, allez, ce sera des petits couplets, chacun va dire des petits trucs, on s'enferme un mois, je sais pas si, avec le studio, et voilà, on a fait l'album comme ça. Alors, Jamel est avec nous au 01 40 33 9000, il souhaite te poser une question, Calvo. Jamel, salut. Salut Christophe, comment ça va? Ça va mon Jamel, tranquille. Ça va. Je suis content d'entendre Lino, j'attendais. Non, c'est Calvo. Je réécouterai, faut pas oublier que sur YouTube tu postes les émissions, donc je réécouterai pour avoir tout. Ouais. Calvo, ça fait des siècles. Je pense que la dernière fois que je l'ai vu, c'était à Villiers, à l'époque où il y avait encore Luc Besson qui faisait des trucs dans les cités. Ça remonte à très très longtemps. Ouais, ça c'était pendant les émeutes 2005 qu'il est venu dans notre quartier, la Cerisée, au 6e Chaudron. Ouais, 6e Chaudron, effectivement. Ouais, je l'avais vu avec Lino, et la petite question c'est est-ce qu'on peut espérer un retour notamment de toi et du frérot ou... Il a répondu tout à l'heure. Hein. Oui. Moi, parce que le frérot, il était connu pour lire les livres. Calbo moins, c'est vrai, c'est l'image qu'on avait. Ouais, c'est vrai. Et là, ça me fait plaisir, et je le dis clairement, moi, le livre, je vais aller le prendre direct. Parce que voilà, il faut y aller, franchement, tu vas kiffer. Là, tu vas avoir des réponses à des trucs, à des questions et machin. Et oui, on prépare justement, là, on prépare des solos, puisque Lino avait signé en solo, donc il doit sortir un solo. Moi, j'envoie un EP, là, parce qu'en fait, dans le livre, je parle de morceaux qui ne sont pas sortis. Je fais référence à des morceaux qui sont jamais sortis. Je me suis dit... là, tu parles de morceaux, mais les gens disent oui, t'en parles, mais on ne connaît pas ces morceaux. Et donc, du coup, derrière, j'envoie un EP de tous ces morceaux. Donc, quand tu tomberas sur un morceau sur le livre, le EP va arriver. Voilà. En tout cas, ça s'appelle Quelques gouttes de plus. Mes jeunes années, et moi, je fais confiance. Et confiance, tu seras pas déçu. C'est vraiment...
C'est vraiment une aventure qui continue, ça fait plaisir. Je le dis clairement, ça fait super plaisir. Et merci Christophe de l'avoir accueilli. Merci mon Jamel, à toi. Merci 01 Jamel. 40 33 9000. Questions sur les RS, monsieur Bouriaki. Alors. Quoi? Attends, je mets une lunette parce que sinon, le mec le voit pas, tu vois, t'imagines. Attends, Ouais. Joe Winston, il est là. Alors, il est plus tout frais, lui. Hein. Votre premier morceau, Baltrap, ouais. Baltrap, où l'enfer remonte à surface. Ouais. Tu te rappelles ça? Ouais. Il en existait un avant? Non, le premier, c'est Baltrap. Ouais. C'est le premier morceau, c'est celui sur lequel Kenzie, justement, nous a découvert. Nous, on était des gars de Villers-le-Bel et on posait dans cette compilation. Et c'est là où il a découvert notre style et qu'il nous a expliqué notre style alors que nous-mêmes, on ne soupçonnait pas puisqu'on faisait du rap comme on sait le faire dans notre chambre. Énorme. Et c'est là, justement, où il a dit, quand il a entendu ces couplets, ces jeux de mots... ces métaphores et ces trucs sombres, il a dit mais c'est qui cela? Ouais. Mais le truc qui est dingue, c'est que il y avait un gros projet derrière. Il y avait un label, il y avait une chaîne de TV. Qu'est-ce qui s'est passé pour... Est-ce que vous avez rencontré, moi, sincèrement, on sait comment ça se passe dans le business. Il y a les grosses maisons. Regarde pas trop, etc. Dès qu'ils voient que les chiffres commencent à monter, ils arrivent avec leurs agents pour aller faire signer. Est-ce que vous avez rencontré, pas de l'envie ou de la jalousie, mais des obstacles qui auraient pas dû se trouver sur le chemin? Nous, en tant qu'artistes, tu vois, on vivait notre vie d'artiste. Voilà, on est sorti du bâtiment, on se retrouve dans les zéniths, dans les Bercy, dans les palaces, dans les machins, là, c'était, tu vois. Et même tu prends l'exemple d'un gynéco, il part de son bâtiment en Porte de la Chapelle qui est encore là en plus, et il y a des millions d'albums, donc ta vie elle change d'un coup comme ça. Donc nous en tant qu'artistes, non, on vivait ça dans le kiff. Après c'est sûr que maintenant avec l'expérience d'aujourd'hui et la maturité, tu sais que derrière il y a des contrats, il y a des machins, il y a beaucoup d'argent qui rentre. Donc là-bas ça devait se tuer derrière dans les coulisses, tu vois. Ouais. Et moi, je pense que c'est pour ça aussi, il y a une petite part quand même de ça qui a fait que ça n'a pas continué. Et puis, ça devenait dangereux. Tous ces Renois sortis des bâtiments qui étaient là au top du truc tout le temps. On pouvait dire ce qu'on voulait à un moment. Et puis, il n'y avait pas cette censure dans les radios. Aujourd'hui, tu vois, dans les radios, ça insulte, tout ça. Mais ça ne va pas plus haut. Ça parle mal, c'est vulgaire, il y a des... ok, si tu veux dévergonder la jeunesse, t'es bien parti avec ça. Mais nous, c'est plus politique, c'était... C'est ça. Tu vois, là, on touchait un peu le... Et voilà, dernièrement, quand Lino a fait un morceau dans qui s'appelle Faute de français, dans son précédent album solo, et je me rappelle avoir parlé avec un programmateur radio, je lui ai dit, mais pourquoi vous passez pas ce morceau, il est magnifique. Et il m'a répondu... nous, on n'est pas là pour élever les consciences, on est là pour divertir. Ah ouais, chaud. Ouais. Non mais c'est la triste réalité. Non, tu vois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. T'as tout compris après. Non mais c'est la réalité. Sérieusement, tu vois, moi, j'ai eu une période difficile quand j'étais dans le Sud vers les années 2000. Et franchement, quand je passais l'album de Quelques goûts suffisent, c'est vraiment, t'aurais mis un politicien... un policier des quartiers, je parle pas des politiciens bien polissés, bien mignons, bien propres, la chemise bien repassée, c'était un truc politique à mort. Et le danger, je pense que certains ont dû en voir un danger, y compris les élus locaux, c'est si cette jeunesse se conscientise politiquement, si elle commence à s'investir et à se dire pourquoi pas nous, c'est le bordel. Voilà. Calbo, dernière question, ton fils de 20 ans, il regarde de quel œil le rap que vous faisiez à l'époque? Et tu vois, pour répondre à ta question, il est dans le rap d'aujourd'hui, c'est son rap à lui. Ouais. Mais moi, il dit aussi avec son père c'est Calbo, donc il a écouté tous ces morceaux de cette époque. Et il a en grande partie la cause du pourquoi j'ai fait ce EP. Ouais. C'est parce qu'il m'a dit, mais moi, à chaque fois que je faisais des morceaux en studio, j'avais pas la prétention de me faire un solo, tu vois, je les faisais comme ça. Je le raconte dans le livre justement pour le pourquoi du comment. Et à chaque fois que j'enregistrais un morceau, je lui envoyais. Je l'envoyais à mon fils. Pour avoir sa réaction. Donc il connaissait tous mes morceaux depuis qu'il est petit par cœur. Et un jour, quand j'ai fait ce livre justement... un jour, tu vas nous raconter ça juste après. Non, il faut spoiler, enfin pas spoiler, mais faut donner envie. Du suspense. Sans France Maghreb 2. Il est encore avec nous, Calbo, du groupe Arsenic, avec ce livre qu'il vous faut absolument vous procurer, pour les amateurs, mais aussi
pour celles et ceux qui veulent découvrir la vie d'un artiste. Calbo, le livre s'appelle Quelques gouttes de plus. C'est sorti au novembre, je crois, c'est ça? Voilà, chez Mindset Édition. Mindset Édition, effectivement. Maison d'édition, justement, magnifique pour ça, justement. Ouais. Alors, on parlait du fiston avant la pause, Calbo. Je te demandais de quel œil vous voyez fiston. Ton rap, le rap du frangin, etc. Ouais, donc comme je te disais, lui c'est son rap aujourd'hui, il a 20 ans, il écoute tout ce qui se fait aujourd'hui. Et donc je te disais que moi, mais à chaque fois que je faisais un morceau, je lui envoyais. Ouais. Donc depuis qu'il est petit, il a enregistré les disques durs, les machins. Et quand j'ai fait ce livre, et on en parlait tous les deux, et il me dit, mais papa, tu devrais faire un EP avec tes morceaux. J'ai dit, mais quel morceau? Pour moi, j'avais déjà oublié. Pas oublié, je savais que j'avais fait ces morceaux, mais je les avais plus. Il m'a dit, papa, j'ai tous tes morceaux. Ah ouais. Et là, il sort son ordinateur et il me sort tous les morceaux. Comme ça, on écoute tous les deux. Et puis, il me sort sa phrase, il me dit, mais je lui dis, ouais, mais ça, c'est pas le morceau de votre génération. Il dit, mais c'est ça, pourquoi on n'écouterait pas ça? C'est ça qu'on veut entendre. Et donc, du coup, je dis, ah ouais. Et là, c'est resté dans ma tête. Je dis, bah oui, c'est ça aussi. Pourquoi on ne devrait pas leur faire écouter aussi ce genre de rap? Donc en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le groupe Arsenic est loin d'être fini. Bah oui, en fait, c'est comme si tu disais à Johnny, t'arrêtes de chanter. Oui, bah là, il a arrêté, là, visiblement. Non, nous, on aime ça, c'est l'écriture, quand tu écouteras le EP qui va arriver, j'espère qu'il sera diffusé sur France Maghreb. Mais il y a des morceaux, ils sont magnifiques, ils sont profonds. J'ai pu les tester dans des petits showcases ou les faire écouter à des gens et ils ont très bien accueilli les morceaux. Alors Bada qui souhaite te poser une question au 01 40 33 9000. Salut Bada. Bonsoir à tous. Salut Bada. Bonsoir Bada. Je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi le nom d'un poison pour le titre de votre groupe en fait. Alors pourquoi on a choisi le nom d'un poison? Tout simplement le jour où on nous a demandé c'est quoi le nom de la première fois qu'on a posé dans la compilation. Tu le racontes dans le livre d'ailleurs. Savoir. Ouais. On nous a demandé c'est quoi le nom de votre groupe et nous on n'avait pas de nom de groupe, c'était Calbo et Lino, on n'avait pas de nom de groupe et donc on s'est dit on te rappelle demain, on va chercher un nom et on a cherché, on est tombé sur Arsonic, de l'art sonique et on s'est dit ouais mais il y a un groupe qui s'appelle Ragasonic donc ça ressemble un peu et après on a dit Arsonic, ça ressemble à arsenic, le poison, ça soigne, ça guérit, machin, donc tu peux te soigner à l'arsenic, tu peux te tuer à l'arsenic, ça tue, attends, on met un K à la fin et voilà, donc l'idée est partie comme ça. Voilà, tout simplement, voilà, tu vois. Et une deuxième question, et la chanteuse Asia, qu'est-ce qu'elle devient? Asia, elle est dans la tournée des 20 ans là. Elle a tourné des années 90 là. Ouais. Et donc elle chante ses morceaux dans cette tournée. Je pense qu'elle est en train de faire quelques morceaux là, mais voilà, c'est les dernières nouvelles que j'avais d'elle, c'était ça quoi. Voilà, elle chante toujours. Elle chante toujours. Salut Bada, merci à toi pour ta question en tout cas. Il y a une autre tournée de Sectorat prévue ou pas? Tu sais, c'est des gros chantiers ça. C'est la tournée elle a été faite par Valou, tu vois, Valou Gold avec justement Michel Zecler. Ouais. Ils avaient monté cette tournée. D'ailleurs Michel Zecler. Et c'était un gros bordel avec les bus, tourbus, les scènes, les écrans, les machins. Donc c'est des missions. Demain, je sais que si quelqu'un prend le truc en main, ce sera encore un gros truc. Et voilà, donc les tournées, en fait, si tu veux, les tournées comme Secteur A et machin, c'est des grosses organisations. Ouais. Donc demain, il faut qu'une grosse organisation prenne le truc en main et puis c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Calbo, pour la suite? Un duo avec Kerry James. La santé. Un duo avec Kerry James? La santé. Déjà, là, j'envoie. J'ai été voir d'ailleurs samedi soir. On n'a pas parlé de ma petite Laura Yeniche que je produis avec mon frère Coiffe à Garges, justement, où tout est parti, chez Coiffe Prod. Ouais. Et la petite Laura Yeniche, donc voilà, elle arrive. C'est une petite qui déchire et donc on va envoyer ça. Elle a envoyé 2 morceaux déjà sur YouTube. Ces morceaux, c'est Né comme ça et Libré des terres. La petite, c'est Laura Yeniche, L-O-R-A. Yeniche, Y-E-N-I-C-H-E. Il faut aller écouter ça parce que c'est vraiment fort. On va aller voir ça. Tu vas aller en contact avec et elle vient. Elle vient ici. Bien sûr. Bon Calbo, en tout cas ça m'a fait plaisir de te recevoir, ça nous a fait plaisir de te recevoir. De fou. Et vraiment plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. Grand bonjour à la famille, à Touvilly-le-Bel évidemment. Alors le livre de Calbo c'est Quelques gouttes de plus. Oui. Achetez-le directement sur Ennis Édition.
Voilà, c'est sur Mindset Edition. Mindset, ouais. Ou dans toutes les plateformes, il y a Amazon, tout ça. Ouais. Mais plutôt Mindset parce que le prix, il est 2 fois moins cher que les autres Puis plateformes. Mindset, c'est bien aussi. On peut avoir ma dédicace en direct si on le prend sur Mindset Edition. Merci beaucoup, mon Calbo. À très bientôt. Merci. La lumière se passe là-haut. Y'avait pas de porte verte, alors j'ai pété un carreau. J'ai pété sur la fenêtre, rien qui t'aimait négro. Je boxe avec les mots, je boxe avec les mots. Évite mes vers sur le beat, le poison pour la flow. Ouais, c'est du lourd, c'est du très bon. Dans un instant, on change de registre, de sujet. On va parler du carburant, comment gérer cette hausse à la pompe. On en reparle dans un instant, ne bougez pas. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF avec Audrey Pronesti, avec Philippe Bouriaki. Quel kiff, franchement on a kiffé. Hein, Audrey, même si t'étais pas là, on a kiffé là. Mais on va remettre ça. Hein. Ah ouais, non mais c'est sûr, de toute façon. Ouais, je vous dis un truc, on prévoit une grosse session rap au mois de février. Avec du lourd, des instrus, des mecs qui vont, voilà, ça va être grosse session rap. Parce qu'on aime ça le rap, vous voyez. Bon, il faut qu'on parle de l'actualité quand même. Le Grand Forum, c'est pas que de la musique, c'est aussi de la politique, c'est aussi de la vie de tous les jours. Et Castex qui a donc annoncé hier après-midi une hausse du barème de l'indemnité kilométrique pour compenser un peu l'envolée des prix du carburant. C'est le gros coup de pouce du gouvernement. Le barème de l'indemnité kilométrique est relevé de 10%. C'est une mesure ciblée. Elle concerne 2,5 millions de foyers. 2 millions de foyers qui, vous le savez, déclarent leurs revenus aux frais réels et qui sont imposables, car vous avez des contribuables qui déclarent leurs revenus aux frais réels, vous savez, mais qui ne sont pas imposables. Eh bien, eux n'auront droit à rien, que ce n'est pas un crédit d'impôt, mais bien une réduction de 150 € par foyer en moyenne, qui représentait un manque à gagner quand même à l'État de 400 millions d'euros pour l'État. Une mesure qui a vocation également à inspirer les entreprises, selon le Premier ministre Jean Castex, qui a tenu à le rappeler hier à l'Assemblée nationale. Au-delà des bénéfices immédiats, cette revalorisation a vocation également à servir de référence et donc potentiellement à se répercuter sur les indemnités kilométriques directement versées par les employeurs à leurs salariés qui utilisent leur véhicule personnel, indemnités qui sont par ailleurs, je vous le rappelle, défiscalisées. Voilà, Jean Castex, pour les entreprises, la hausse peut être revalorisée dès le mois prochain. Pour les contribuables, le gain se fera lors de la prochaine déclaration de revenus en avril sur les kilomètres parcourus durant l'année 2021, évidemment. Alors, là, on parle quand même de prix qui ont frôlé tous les records, des prix du carburant à la pompe. On se souvient d'ailleurs d'avoir écouté dans le zapping Mehdi Guézard qui disait mais attendez, en 2008 on était à un baril qui était à $140 et on était à peu près à 1,20 €. Aujourd'hui on est à $87, on est 1,70 € pour le gasoil, 1,80 € pour le sans-plomb. Comment vous faites pour gérer les prix à la pompe? Tiens Philippe, toi je sais que tu parcours un peu des kilomètres là, en bécane, en voiture. Ouais. Tu le ressens franchement sur la facture? Mais de fou, ça, blague à part, sérieusement, de fou. Je me rappelle en 2009, quand je sais, ça date, mais quand j'ai eu mon scooter, pour 10 €, j'avais le plein. J'avais le plein de mon scooter. Il y a une dizaine de litres à peine, etc. Aujourd'hui, c'est quasiment 17 €. Ouais. Ça a pris 70%. Mon salaire, il n'a pas pris 70%. Ah oui. Et comme il a dit c'est bien tout à l'heure, Mehdi Guézard, 2008, $144. C'était une crise de fou sans précédent, c'est les subprimes, machin, etc. Aujourd'hui, $87, on est à pratiquement 2 fois moins. Et on a 60 centimes, 65 centimes de plus par litre. Là, forcément, si c'est pas une douille ou une cartouche, je ne sais pas ce que c'est. Personne ne peut vous l'expliquer. Alors oui, il y avait la taxe, la TIPP qui est devenue la TICPE, qui est censée être une taxe flottante. Alors, chaque fois que le baril augmentait, cette taxe descendait pour que toi, à la pompe, tu ne vois quasiment pas de différence ou très peu. Mais par contre, quand le baril augmente, voilà, donc la taxe descend. Par contre, dès que le baril descend, cette taxe augmente. Sauf que déjà à l'époque, il y avait un problème, c'est que quand le baril descendait, la taxe, elle descendait pas tout de suite.
Enfin, elle remontait immédiatement. Oui. Par contre, quand le baril descendait, la taxe, elle mettait plus de temps. C'est bizarre dans ce sens-là. Et là, on ne comprend plus rien. Enfin, on ne comprend plus rien. Alors, augmenter de 10% pour 2 millions de personnes, certes, c'est bien. C'est un geste sympa. Mais 10% par million, c'est pas suffisant. C'est un pansement, en fait. Ben, c'est un coup de com'. Ouais. Alors 400 millions d'euros, quand tu viens de mettre 170 milliards dans le quoi qu'il en coûte, c'est vraiment un gros coup de com'. Mais la réalité, c'est que vous avez la possibilité d'influer, vous avez la possibilité aussi de faire payer. Total, l'année dernière, c'est 7 milliards de bénéfices. 7 milliards de bénéfices après impôt. 01 40 33 9 si vous voulez nous dire, là il nous reste 3-4 minutes pour nous dire un petit peu comment vous gérez cette explosion des prix à la pompe, mais pas que. On parle aussi de produits de première nécessité. Vous avez vu les pâtes, le riz, tout ce qui est œufs, lait, etc. Les fruits et légumes, alors, un truc de malade. Voilà, la viande qui va. Ça, c'est mon boucher qui m'a dit 30% au mois de février. 30% ça va augmenter. Audrey, on fait comment pour gérer un peu tout cela là? Juste avant de te répondre, un cas concret. Hier, je vais à la pompe à essence. J'étais en réserve, donc fallait vraiment que je mette de l'essence. J'avais que 10 € sur moi, j'avais pas ma carte, donc je mets 10 €. Je me dis bon, ça va le faire jusqu'à la fin de la semaine. Je mets l'essence, je pars, je suis toujours en réserve. Toujours en réserve. Voilà. Bref, pour répondre, on est obligé de s'adapter, forcément. On va être obligé de réduire les trajets. On connaît déjà les techniques du covoiturage, mais forcément, ça impacte sur les habitudes des gens. Les gens, ils peuvent plus sortir comme ils le veulent. Comme il l'a dit Philippe, forcément, si le prix augmente, les salaires, ils sont pas élastiques. Quand tu vois qu'un salaire moyen, ou du moins basique, ça peut aller quand même jusqu'à 1/5 du salaire. À un moment donné, tu te dis, il y a des choix à faire, surtout quand c'est une famille, au moins, allez, on va dire une famille moyenne, 2 enfants. Oui, si tu consommes 50 km journaliers, ça va faire du 200 € moyenne au mois. Le calcul il est vite fait et puis t'en as besoin parce que t'as pas le choix, surtout pour les gens qui sont dans les zones rurales. Voilà, et les endroits qui sont mal desservis. Parce qu'encore nous, on se dit que, parce que ça reste un luxe aujourd'hui, on se dit, moi je prends la voiture, je me dis bon voilà. Et encore, je suis dans un endroit urbain, mais dans les zones, c'est vrai, les zones reculées, laisse tomber, les zones reculées. Est-ce que vous voyez pas poindre une espèce de crise économique, mais en même temps une crise sociale là aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas une crise qui risque de plomber la fin du quinquennat Macron là, Philippe? Il est à 25%, ça fait 5 ans qu'il est à 25%, je vois pas ce qui pourrait lui plomber à 75 jours de l'élection. Sérieusement, moi je comprends pas où les gens ont été anesthésiés, ou je sais pas ce qu'ils nous ont mis dans le vaccin, mais sincèrement, je dis un truc, je piche pas. Est-ce qu'il faut vraiment croire les sondages? Parce que entre les sondages, effectivement, ce qu'on nous livre, dans les médias et la réalité du terrain, c'est pas la même. On sera fixé le 10 avril, mais. Non, mais c'est une double question. Tu demandais s'il y avait une crise qui arrivait, bien sûr. Maintenant, est-ce que ça va impacter l'élection de Macron? Ça, pas sûr. C'est ça le problème. C'est-à-dire que c'est une crise qui risque d'être un héritage pour le prochain président, si c'est pas Macron. Mais oui. Mais ça, c'est la responsabilité que chaque président ou chaque présidentiable prend à un moment donné. Je veux dire, tu récupères ce qui s'est. Enfin, c'est logique. Moi, je me dis, quand je m'interroge, je me dis, avec tout cela, la France, on me dit que non, ça a déjà été pire qu'avant, mais moi, je trouve la France extrêmement divisée, je trouve la France extrêmement fracturée. Je trouve, ça c'est clair. Je me dis, mais dans quel état on termine ce quinquennat? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui fait que quand même ce président va peut-être recueillir 25% du suffrage? Ça m'interroge. Voilà, je m'interroge. Non, mais surtout, moi, ce que je comprends pas, c'est cet effet levier qu'il a pour le deuxième tour. Parce qu'à 25%, normalement, il a plus de réserve de voix. Blague à part, qui que ce soit qui est en face, normalement, il le bat à plat couture. Alors, où ces sondages, ils sont truqués, et on sait qu'il y a son gendre qui travaille pour une grosse boîte de sondeurs, etc. Mais voilà, tous les boîtes de sondeurs. Mais le meilleur des sondages, c'est quand même le jour d'élection. Voilà, effectivement. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à partir de 16h, c'est 18h. Dans un instant, Medjet sur France Maghreb 2. Le rappel de l'actualité, c'est maintenant. Bonsoir à tous, à demain.